Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On se retrouve sur une plateforme un peu particulière ce soir. Vous le savez, on est tous confinés, on est tous à la maison. Et donc, on a décidé de se retrouver sur YouTube grâce au talent technologique, j'ai envie de dire, d'Idriss Kasmi qui est là avec nous, qui nous a passé un jeudi devant les ordinateurs, devant des logiciels que même la NASA envie, pour nous permettre de faire ce live en direct avec vous. Vous êtes bien sûr Passe ton ballon. On n'est pas sur RK13, malheureusement. On sait, vous le savez, avec ce confinement, on n'a pas pu aller au studio. Mais on tenait quand même à vous faire vivre cette émission et à débriefer avec vous j'ai pas envie de dire match, ce qui s'est passé mardi soir, voilà, entre l'OM et Porto. Et en plus, avec moi, j'ai la team habituelle. Il y a juste un petit absent. Il y a Cisco qui ne peut pas être avec nous, mais on le salue. Je pense qu'il doit nous écouter. Mais sinon, on est au complet. À commencer, j'en ai parlé par toi, Idriss. Comment ça va, Idriss? Bah écoute, ça va, je suis Est-ce fatigué. que tu as mal à la tête, là? Franchement, ouais. Combien tu as pris de Doliprane, là, aujourd'hui? Pour l'instant, 0, mais on en parle à la fin de l'émission parce qu'on va parler de Dimitri Payet. Donc à la fin de l'émission, on en reparle. Avec moi, j'ai aussi Amaïs, habitué aussi. Comment ça va, Ama? Ça va Mathieu, juste un petit problème, il y a l'ampoule de ma chambre qui a grillé, si vous voulez tout savoir. Donc, voilà. C'est les aléas du direct, ça, c'est vraiment le passe ton ballon confiné, quoi. Le pire, c'est qu'on n'a rien demandé. Hein. Ah non, mais voilà, je voulais vous partager le contexte, confiné et un peu dans le noir, mais on est là. Avec nous également, je sais que j'avais surnommé le Julian Nagelsmann de mal passé. Ça vous souvenez pour la première émission. Il est encore là, il est fidèle au poste. Azir, comment ça va, Azir? Ça va très bien, dans des circonstances particulières, mais très heureux de vous retrouver pour cette émission. Et merci à Idriss pour son énorme travail, pour nous donner la possibilité d'être présent. Il a été d'une grande aide technologique. Bravo, Idriss. Je crois qu'on a un invité aujourd'hui un peu particulier, parce que c'est un supporter de Porto. Et je crois qu'il est un peu supporter de l'OM aussi. Est-ce qu'il est dans la conversation là, Idriss? Je ne sais pas s'il est encore rejoint. Alors, il est prêt à nous rejoindre. Je lui ai donné le feu vert. Donc, il va nous rejoindre. C'est Omerk. Vous connaissez certainement, c'est celui qui fait l'académie, un peu comme fait Camélus sur l'OM. Lui, il fait l'académie de Porto sur Orge.net. Et c'est un vrai portista, comme on dit. Et ça va permettre un petit peu, messieurs, d'apporter un peu de nuance. Parce que je crois qu'il y a un entraîneur qui va en prendre plein la gueule ce soir. Et je pense que lui, il va être un peu là pour le défendre. Il va faire un peu, il va contrebalancer. Donc bon, mais quand il arrivera, on lancera le débat avec lui. Il va nous rejoindre incessamment. Il va pas tarder, là. Il va pas tarder. Donc voilà. Quand tu es là, Omer, signale-toi. N'hésite pas à me couper la parole, il n'y a pas de souci. Donc bien évidemment on va parler de ce match face à Porto, on va revenir sur cette défaite de l'OM très 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 compliquée. On va parler des quelques stats là qui sont sortis, qui font un peu mal à la tête. On va parler de budget, de manque de travail, on va parler de tactique, même si oui c'est difficile de parler de tactique après ce qu'on a vu mardi, mais je pense qu'on peut quand même en parler un petit peu. On va parler de Villas-Boas bien sûr, on va parler des joueurs. Des anciens de l'OM qui aujourd'hui sont un petit peu montés au créneau, on reviendra sur ça et on finira sur le match qui nous attend demain face à Strasbourg, on finira sur ça. Voilà, là, est-ce que Omerk est là? Oui, bonsoir. Il est là, Omerk. Il est là. Comment ça va, Omerk? Les gars, comment va? Est-ce que ça va? Salut. Ça va bien? Salut. Ouais. On t'entend bien, donc c'est nickel. Je t'appelle Franck ou je t'appelle Omerk? Je sais pas. Comme tu préfères. Allez, tu sais quoi, on te connaît sur le nom d'Omerk, on va dire Omerk. Omerk, c'est toi qui fais les académies pour le FC Porto sur Orge.net. On se demandait là, tu es supporter de Porto, de l'OM, des deux? On ne sait pas trop là. Tu choisis entre ta mère et ton père, toi? Ouais, bah, tu vois, il n'y a pas de joker là, il faut que tu répondes. Ça, c'est la réponse un peu convenue. Là, je crois que ce soir, de toute façon, je suis là pour parler de Porto, parce que à part moi, franchement, qui c'est qui maîtrise, hein? Là, personne. Je t'avoue que personne pas. Vous êtes, en même temps, vous n'êtes pas les seuls, hein, parce que à chaque fois que ça parle de Porto, un peu dans les émissions en France, tout ça, tu te tires des balles si tu n'as pas Nicolas Villas. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas un championnat qui est reconnu à sa juste valeur en France. C'est vrai, tu fais bien de le souligner. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Passe ton ballon et sur le chat YouTube, sur le côté à droite là. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos commentaires, vos questions. Hashtag Passe ton ballon et sur le chat YouTube. Mais les gars, je vous propose qu'on commence tout de suite, qu'on entre dans le vif du sujet, donc sur ce match entre Porto et l'OM.
qui nous a bien fait mal à la tête. Je crois qu'on a Audrys, il a autant mal à la tête aujourd'hui que mardi là, avec ce qui s'est passé. Messieurs, le premier sentiment là, après ce match là, qui domine, tiens, Azir. Premier sentiment, grande déception, tristesse même par rapport à ce qu'on a vu mardi face à FC Porto. On ne s'entendait pas forcément à quelque chose d'extraordinaire, mais un minimum. Et le minimum, aujourd'hui en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille n'est pas capable de le fournir. Et donc, c'est désolant, et forcément, ça atteint la confiance des supporters, parce on peine à imaginer une régénérance de ce groupe, une progression collective ou individuelle. Et donc, ça fait peur pour la suite. Pour la Ligue des Champions, je pense que ça va être très compliqué ne serait-ce que d'accrocher cette 3e place. Et ça peut aussi, à un moment donné, au niveau du championnat, même si pour l'instant, au niveau comptable, en tout cas, ça se passe plutôt bien, ça peut avoir des conséquences. Et donc là, ça sera encore plus dérangeant pour la suite de la saison. Est-ce que, messieurs, Thauvin, il avait raison en avril quand il disait, vous savez, en avril 2019, cette déclaration qu'il avait fait après un match contre Bordeaux, je crois, une défaite, il avait dit, ouais, mais on va aller en Ligue des Champions, mais pourquoi faire ? Et là, forcément, c'est un peu ressorti ces derniers temps. Est-ce qu'il n'avait pas raison, finalement, Amaïs ? Il a malheureusement raison, oui, mais ce qui est effarant, c'est qu'en gros, il a dressé ce constat sur la faiblesse de l'équipe il y a un an, donc, du coup, et il n'y a rien qui a été fait pour améliorer la qualité globale de l'équipe. Donc, c'était lors de la dernière saison Garcia. Ouais, donc entre-temps, tu as accroché une 2e place, mais en proposant un jeu médiocre. Et là, forcément, quand le niveau monte, on se rend compte des carences de l'équipe. Mais encore une fois, on se répète semaine après semaine. C'est même pas tant le jeu qui me dérange. Enfin, si, le jeu me dérange. Mais l'état d'esprit, à un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. C'est la base de la base de la base. Quand tu regardes les résumés des autres équipes en Ligue des Champions, même des équipes comme Ferencvaros et Midtjylland, il y a un peu plus de choses quoi, dans le jeu. C'est vraiment terrible pour l'image de l'OM ce qui se passe en ce moment. Surtout que c'est tombé, et Omer, tu pourras nous confirmer, face à un FC Porto qu'on n'a pas senti transcendant, quoi. Non, je vais te surprendre. Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je pense que si Marseille avait attaqué le match d'Olympiakos comme ils l'ont attaqué contre Porto, ils auraient déjà 3 points. Ils auraient déglingué l'Olympiakos. Porto a fait un match à la Porto, a maîtrisé de A à Z. Le truc, en fait, c'est que contre City, ils avaient déjà mis une grosse équipe comme ça pour attendre et contrer. À savoir que contre City, alors City, il y a plus de talent, donc ils se sont fait plus d'occasions. Ça tourne à un partout à la mi-temps là-bas, là, à Manchester, mais ça doit. Alors je sais que les gens vont peut-être me prendre pour un fou, mais je les invite à aller voir le match. Ça doit tourner à 2-0 pour Porto à la mi-temps, en fait. Porto, ils mènent 1-0. City, ils ont un penalty que la VAR accepte, alors que Gundogan explose la jambe du gardien de Porto avant la faute et doit prendre un rouge. Mais ça, voilà, je vais pas dire comme le président de Rennes, mais c'est comme ça, malheureusement, en Coupe d'Europe. Tu as un gros et un petit. Et le club qui a les occasions pendant 1 heure, c'est Porto, même si la possession, c'est du City, c'est 70%, tout ça. Et là, ils ont attendu Marseille pour faire la même chose. Et le plan de jeu de Conceição, c'était exactement ça, en fait. Laisser la balle à Marseille, ressortir rapidement. Quand on est dans le camp adverse, presser haut. En plus, moi, ce que j'ai trouvé un peu suicidaire, et qui amène le premier but, c'est que bien que voyant que ça n'arrivait pas, parce que les joueurs de Marseille, ils ont le niveau qu'ils ont, quoi. Le premier but, il vient sur un pressing, et puis par contre, dès que tu laisses Corona, Marega ou n'importe lequel des offensifs de Porto dans les 20 derniers mètres avec le ballon, ils sont capables de te faire 2 crochets, une passe, et puis t'as pris l'eau, quoi. C'est vrai que pour toi, tu penses que Porto un petit peu joue à sa main, et c'est vrai que c'était une réflexion qu'on s'est faite aussi pendant le match, c'est qu'on se disait, mais on a l'impression qu'ils ne forcent pas, en fait. C'est juste qu'ils voient que c'est faible en face et ils jouent à leur main, quoi. Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le c'est faible en face.
c'est que faut pas oublier que Porto, c'est quand même un club qui est top 10 européen. Non, je parle de Porto qui a joué à sa main. Attention, je ne parle pas de l'OM qui a pensé que Porto était faible. Non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression... Enfin, moi, je trouve que la première mi-temps de Marseille, elle est plutôt cohérente par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début, par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Ils ont essayé de mettre de l'intensité, mais ils sont tombés sur une équipe qui, elle, toute sa vie, tous ses matchs, elle joue sa vie. À Porto, quand tu joues le dernier du championnat portugais, si tu ne gagnes pas, tu as perdu le titre. C'est tout le temps, il faut gagner. Tu n'as pas le droit de prendre un but, tu n'as pas le droit de perdre, tu n'as le droit à rien, quoi, tu vois. Et en Coupe d'Europe, ils ont ce truc aussi, tu n'as pas le droit de perdre. Même quand tu joues contre Liverpool, tu n'as pas le droit de perdre. Alors, ça n'empêche pas d'en prendre 5, hein, mais tu n'as pas le droit de perdre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Mais, Oui, tout à fait, parce que tu joues le titre chaque année et que voilà, il y a un trio, voire un quatuor de clubs portugais qui peut réellement jouer le titre. Donc oui, la concurrence est très forte à ce niveau, comparé par exemple à la Ligue 1 où il n'y a qu'un seul club qui joue le titre, en l'occurrence. Mais même, je dirais, au niveau européen, sur les dernières saisons, tu as quand même 2 quarts de finale de Ligue des Champions, tu as 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions, et quand tu vas en comment ça s'appelle, en UEFA, si tu perds en 8e ou en 16e, c'est un échec. Tu dois aller au bout, en fait. Et le problème, c'est que on regarde en France ce club ou ces clubs-là comme si c'était inférieur. Porto en Ligue 1, à part Paris, je vois pas qui peut les taper, en fait. Et là, Marseille, ils perdent à Porto en essayant de jouer. Bah ouais, mais mettez Lille en face, Lille, ils en prennent 4. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le seul problème de Marseille, c'est que le premier match, Villas-Boas, il fait un non-match en espérant la jouer à la Ligue 1. On va les attendre. Comme il dit mon cher Blas, je fais rentrer Valère Germain à la 89e, il me tape un corner premier poteau et puis je gagne 1-0, je ferme la boutique. Pas de bol, c'est eux qui l'ont fait. Il essaye le coup contre City où, de toute façon, City partir à l'abordage avec l'équipe de Marseille, c'était en prendre 8, parce que contrairement à Porto, ils n'auraient pas géré le match. Eux, ils ne savent pas faire City. City, ils préfèrent gagner 10-4 ou 10-2, mais ils t'en ont mis 10, quoi. Et là, du coup, péril en la demeure, on va tenter de jouer et d'y aller. Ils ont essayé de rentrer physiquement avec le gros pressing la première mi-temps, sauf qu'en face, ça a répondu. Ils ont essayé de faire tourner la balle, sauf qu'en face, c'est meilleur. Et puis après, ça s'est vu à la récupération de balles. Tu as une équipe qui allait à 2000 à l'heure. Et puis, quand elle a voulu accélérer, hein, parce que c'est clair que on joue à sa main, Porto a quand même cette mauvaise habitude de trop se reposer sur sa défense et puis d'attendre, faire le dos rond avant de mettre le deuxième ou le troisième, quoi. Tu parlais de City au Merck. Est-ce que les gars, on peut faire un comparatif avec le match de l'OM face à City et ce match-là? Et on peut dire même que ce match contre Porto, c'était peut-être pire, non? Qu'est-ce qui s'est passé au Vélodrome contre City? Je ne sais pas, toi, Idriss, ce que tu en penses? C'est un peu pareil, mais oui, j'ai envie de dire pire par chronologie. C'est pire parce que c'est après City. C'est pas tant si tu prends les 2 matchs isolés, c'est pareil en fait. C'est juste que tu pars vaincu dans les 2 cas. Là, c'est juste que c'est une semaine après City, dont on avait déjà dit que c'était une des pires humiliations de l'histoire du club. Pas seulement sur le score, mais dans le rendu. Et là, ça arrive une semaine après City. Ça veut dire qu'après City, personne n'a changé quoi que ce soit. Personne n'a pris ses responsabilités. On est resté sur le même schéma, le même rendu et le même résultat, du coup. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé, là, les gars, sur le match de l'OM? Parce qu'on a beaucoup reproché de choses à l'équipe, là, un peu cette posture de victime, d'arriver déjà battu, ce manque de révolte, le fait de ne rien tenter. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné là, sur ce match-là? Si je peux m'exprimer, moi c'est ma maraude, mais c'est le manque de jeu. Il y a eu un tournant. En effet, c'est le penalty raté de Payet. Donc, les défenseurs de Villas-Boas ou ceux qui veulent lui trouver des circonstances atténuantes vont me dire oui, mais si Payet met le penalty, ça change tout. Non, parce qu'au final, on n'arrive pas à se créer des occasions dans le jeu. Et c'est ça qui me dérange fondamentalement.
même si vous regardez depuis le début de la saison, je remonte même pas à la saison dernière, pardon. Mais si on parle juste de cette saison, on marque sur coup de pied arrêté, sur penalty, très rarement dans le jeu. Et un jeu comme ça en Coupe d'Europe, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des miracles chaque semaine. Et là, on est en train de le constater très sévèrement. Moi, ce qui m'a le plus marqué sur ce match-là, c'est les joueurs qui ont les pieds qui tremblent, quoi. Le manque de personnalité de la très grande majorité des joueurs, et notamment, et ce qui est sur ce match-là précisément, c'est pas dans ses habitudes, on va dire, mais Douillet Tchaletassar qui se trouve complètement sur sa relance pour le premier but de Porto. C'est un joueur qui normalement, en tout cas au niveau des défenseurs centraux, c'est censé être celui qui est le plus à l'aise techniquement, celui qui se soucie le plus de ressortir le ballon proprement. Et là, même son dégagement, il est sans conviction. Son dégagement, cette espèce de tentative de relance est sans conviction. C'est faiblard. Ça a peur de chercher une zone libre, de ressortir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un manque de personnalité, une peur qui est palpable quand les joueurs ont le pied sur le ballon, qui est effrayante. Et forcément, quand tu as des joueurs professionnels et notamment en Ligue des Champions, où l'intensité est plus importante qu'en Ligue 1 face à une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, le FC Porto qui est individuellement supérieur, forcément, tu as ce genre de situation où des pertes de balles dans des zones extrêmement dangereuses, tu es forcément exposé à des occasions tranchantes, des occasions franches et derrière des buts. Et donc moi, ce qui m'interpelle le plus, je sais pas, c'est une question qu'on a régulièrement depuis le début de saison et même qu'on pourrait remonter jusqu'à l'année dernière. J'ai du mal à comprendre où est la source, on va dire, de ce manque de personnalité, de cette peur de jouer vers l'avant, de combiner, de tenter des trucs, de prendre des risques chez la très grande majorité des joueurs de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est vrai qu'il y a aussi une impression de manque de maîtrise. Tu parlais, Azir, du geste de Tchaletassar sur la relance. J'ai envie de parler aussi du tacle d'Amavi sur le centre qui provoque le deuxième penalty. C'est un tacle qui n'est pas du tout maîtrisé. Il regarde même pas. Il regarde même pas. C'est totalement. Il retombe dans ses travers, lui, d'ailleurs, hein, en ce moment. Même s'il fait un très bon début de saison globalement, ça fait justement 3-4 matchs qu'il fait quelques tacles insensés dont il a le secret, malheureusement. Juste une question, les gars. On est sur l'appréciation personnelle ou pas, là? C'est-à-dire l'appréciation personnelle des joueurs, parce que sinon j'ai réservé un petit visuel pour un petit joueur là. Mathieu, toi t'es non, les joueurs c'est après. D'accord. Tu sauras reconnaître quand tu pourras balancer la petite photo. D'accord, ça va, parce que ça commence à devenir mon petit marronnier là, émission après émission. Mais c'est vrai que tu parlais d'Amavi, Amaïs, c'est vrai que Omer, Corona, il lui a fait des misères, hein. Franchement. Est-ce qu'on peut dire que le Corona était un virus pour Amavi? Merci Mathieu. Excellent. Oh Mathieu, Ricky, frère. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé très frappant, c'est que en fait, je pense ces joueurs-là viennent de se rendre compte qu'ils n'ont pas les épaules et ils n'ont pas le niveau pour être à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que des mecs comme Sanson, là, qui sont potes avec les journalistes sur RMC, machin, bidule, qui sont défendus parce que c'est Courbis qui les a lancés ou des conneries comme ça, qui n'ont jamais connu autre chose que la Ligue 1, je suis désolé, ils n'ont pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Le niveau dans la tronche. Tu prends... moi, je regardais la dernière campagne de Ligue des Champions de Marseille, là, et puis c'est vrai que il te reste Mandanda, tu peux rien lui reprocher. Thauvin, il n'a jamais éclaté, tu vois. Et Thauvin, il marque des buts en championnat de France, mais le reste, quand il rentre en équipe de France, quand il rentre, c'est pas transcendant, ça fait rien. Quand il joue en Coupe d'Europe, il a fallu que ce soit la petite Coupe d'Europe pour qu'il ait un peu d'espace, on va dire. Payet, de toute façon, t'en parles même pas, en fait. Le mec, c'est même plus son attitude, elle montre que c'est même plus un joueur professionnel, tu vois. Il est déjà en pré-retraite. Et après, il te reste quoi? C'est Rogier, ce que tu dis, Omer. Parce que ça me fait penser à ce que disait Camélus la semaine dernière.
où il nous faisait remarquer qu'il avait l'impression que c'était les joueurs qui s'étaient peut-être convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas bons. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, d'avoir un petit peu aussi, on parle d'un manque de maîtrise, etc. Il y a aussi un manque de confiance en eux qui est quand même assez incroyable au sein de ces joueurs. Les gars, je ne sais pas ce que vous avez en pensé, mais c'est fou de voir des joueurs devenir l'ombre d'eux-mêmes. Je pense à Benedetto, par exemple, qui était très bon l'an dernier, mais qui là, c'est même plus un fantôme. Là. C'est devenu un boulet pour l'équipe. Moi, j'ai vu le fantôme de Mitroglou mercredi. Avant-hier, pardon. Ah oui, non, mais c'est ça. Il est devenu. C'est même plus qu'il est inutile, c'est qu'il est presque nocif au collectif. Il ne sert plus à rien, il se cache. Enfin, il se cache même pas. Il est au milieu, il regarde. C'est le premier spectateur du match. Il est devenu comme Valère Germain, malheureusement, à ce niveau. C'est triste de dire ça, mais c'est effectivement le cas. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, parce qu'on parle... peut-être on fera l'évaluation des joueurs après, côté marseillais, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait une tactique et une consigne très claire au niveau de Marseille. Je l'ai noté, parce que comme je fais les académies, je note tout ce que je vois, et puis après, je mets en forme, quoi. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand Porto avait la balle et relançait court, tu avais un changement tactique qui faisait que Benedetto partait couvrir le côté gauche, Payet venait marcher, parce que je ne vais même pas dire trottiner, ça serait trop sympa pour lui, vers les centraux de Porto qui étaient Mbemba et Sarr, avec un Sarr dont le costume était trop grand. Sarr était pas bon en plus, tu vois, je veux dire, si à la limite t'as Pep en face de toi, bon, t'as un monstre, t'as le meilleur stopper du monde, même à 40 balais, le mec, il te bouffe, quoi, tu vois, dans la tête et dans les jambes. Mais là, t'avais Malang Sarr qui a pas le niveau. Première ballon qu'il a, il provoque un penalty, mais même ça, Payet, il a même pas pensé à aller courir 3 mètres. Et Benedetto, on lui a dit quoi? Parce que c'était clairement des consignes, va courir dans le couloir et va défendre. Putain, c'est un avant-centre, quoi. Je veux dire, t'aurais dit, qui va dire à Trezeguet, copain, va te mettre à gauche pour défendre. Et on n'a jamais vu ça. Enfin, ou alors, faut m'expliquer, mais pour moi, c'est pas jouable, quoi. Après cette première phase là, les gars, après ces matchs allés, on sait qu'il y a ce marronnier là de la Super League, etc. Que Jacques-Henri Roux, c'est quelque chose qu'il veut absolument vivre avec l'OM, etc. Bon, bref, toutes ces conneries là. Est-ce qu'on n'a pas pris une grosse claque là sur ces 3 premiers matchs sur l'OM, et finalement on en est à se demander à quelle division européenne on appartient, quelle est la place de l'OM en Europe? Ça me fait mal de le dire, mais l'OM n'appartient certainement pas à la première division, certainement pas à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième peut-être, tout simplement. Les supporters vont peut-être s'énerver en entendant ça, tu vois, parce qu'on a été en finale de l'Europa League en 2018. C'est une équipe d'Europa League, voilà. Mais même depuis, on est reparti en Europa League, on a fait n'importe quoi, on a été minable, et voilà. Là, en Ligue des Champions, on revient, on est minable. Donc, à un moment donné, il faut juste se contenter de la vérité du terrain, et la réalité fait très mal. En fait, ça te montre que la finale d'Europa League, c'est un épais phénomène, quoi, parce que tu retournes la saison d'après. Il y a quoi qui a changé dans l'équipe? Tu as récupéré Strootman, tu as récupéré Radonjic et Kaletakar, et tu as été nullissime. Dans une poule qui était compliquée, hein. Attention, Francfort et la Lazio, c'était pas donné. Hein. Francfort, ils font quart ou demi en plus, ils sont éliminés par Chelsea. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Non, t'avais une poule compliquée, mais t'as été nullissime. Tu finis dernier, hein, derrière Limassol, où tu prends qu'un point. Dans le chat, là, on a Mikey Mike qui me dit on est une équipe de Ligue 1 et encore. C'est un peu ça. Hein. C'est très bon en Ligue 1 et puis dès que ça arrive sur la scène européenne, ça se liquéfie totalement. Quoi. Très grand connaisseur, Michael. Écoute, Michael, n'hésite pas à réagir dans le chat. Faites comme lui sur le chat et sur hashtag passe ton ballon, n'hésitez pas à réagir. Amaya, je t'ai coupé, vas-y. Non, je disais juste qu'on n'appartient pas aux 2 premières divisions européennes, et si quelqu'un croit le contraire, il est naïf. Faut pas se leurrer, quoi. Parce qu'au-delà des résultats, on n'arrive même pas à rivaliser dans le jeu, que ça soit la campagne de Ligue Europa post-2018 ou la campagne de Ligue des Champions de cette saison. On ne propose rien, quel que soit le coach. J'allais te dire quels que soient les joueurs. Non, les joueurs sont quasiment les mêmes, entre guillemets. Et ce qui est dramatique, c'est que l'ossature est là, entre guillemets, et c'est comme s'il n'y avait pas d'automatisme entre eux. C'est très grave.
Tes deux joueurs les plus créatifs sont là depuis 2013. Oui. Et jouent ensemble depuis 2013. Si vous voyez où je veux en venir. Payet, quoi. Oui. Mais Idriss, tu vas pouvoir parler de Payet, tu vas pouvoir mettre la petite photo. T'inquiète pas. Tu vois que ça te démange là depuis 20h30 qu'on a commencé, il n'en peut plus là. Mais... Excuse-moi. Vas-y, je sais pas qui j'ai coupé. C'est Omer, mais c'est pas grave. Vas-y, Omer. Vas-y. Par rapport à ça, est-ce que simplement l'OM, c'est pas une équipe de Ligue 1 ? Et dans le sens où la Ligue 1, c'est un championnat faible où tu vois pas de jeu. La Ligue 1, c'est un championnat où il suffit d'être un peu plus physique et, comme on disait, mettre un peu les couilles. Et puis, tu as des mecs un peu au-dessus, tu passes. Mais en Europe, tous les clubs français se font rétamer. Tu es obligé d'enlever Paris, parce que Paris, ils ont un budget de première ligue, voire de haut de première ligue, de top 3 européens au niveau du budget. Donc forcément, ça fait toute la différence. Mais je veux dire, même Lyon a régressé l'an dernier. Lyon, c'est un trompe-l'œil, leur parcours européen. Lyon, ça fait quand même quelques années qu'ils étaient Ligue des Champions, ça se qualifiait plus, et puis c'était en Europa. Et en Europa, au départ, ça disait les mecs, Lyon, là, il va gagner sa Coupe d'Europe. Que dalle, ça arrivait même pas en quart de finale. Et c'était la tête d'affiche de la Ligue 1. Et nous, on galère. Enfin, nous, l'OM galère déjà pour arriver à se mettre 3e ou 4e régulièrement dans ce championnat faible. On espère quoi ? Et c'est intéressant que tu dises ça maintenant parce que Nice, en plus, vient de perdre 3-2 contre le Slavia Prague. Donc, toujours pas de victoire cette semaine en Coupe d'Europe. Il y a Lille qui va sauver contre le Milan. Le Milan qui est leader du championnat. Ouais. On a Stéphane dans le chat qui nous dit, d'ailleurs Stéphane, on le salue, qui nous dit pas de grinta dans cette équipe. Je sais que ça va te plaire, toi, ça va dire. Ouais, c'est toujours le principal argument de beaucoup de supporters, comme si c'était seulement ça qui faisait défaut à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. C'est un tout, vous avez tout résumé. Comment Jean Carriero ou des supporters ou des gens puissent imaginer que l'Olympique de Marseille puisse faire partir d'un quelconque top européen aujourd'hui. Mais c'est leurré comme... on voit à quel point c'est une souffrance de regarder l'Olympique de Marseille depuis un certain nombre d'années. On va faire partie d'une ligue fermée ou je sais pas quoi là. On va se prendre des rousses tous les week-ends. On n'arrive même pas à s'imposer. L'Olympique de Marseille n'arrive même pas à s'imposer, à dominer, à proposer un style conquérant, un protagoniste en Ligue 1 de manière régulière. Ça fait 7 ans que le club ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions. On a eu une campagne heureuse en Europa League en 2018 et on remercie, on avait vécu des émotions importantes, etc. Mais même sur ça, tu n'arrives pas à capitaliser. Et c'est récurrent dans l'histoire récente de l'OM. Tu fais la finale de 99, l'année d'après, tu joues en demi, tu joues le maintien. 2004, tu fais la finale, l'année d'après, tu es 5e, bon, tu fais une saison qui est morose alors que tu es censé jouer le titre. 2018, c'est pareil, on n'apprend jamais, dans ce club, on n'apprend jamais de nos erreurs. Et en 93, tu es champion d'Europe et en 94, tu es en Ligue 2. Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. Tu peux parler aussi des... des cartes, aussi pour compléter ta démonstration, les quarts de finale de la Ligue des Champions post-Brandao, quoi, où pareil, on n'est pas bon ensuite, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a autour de ce club qui fait qu'on n'arrive jamais à capitaliser sur des épopées européennes de très bonne facture. C'est parce que tu n'as pas de projet sportif. Voilà, et en fait, ton projet repose à chaque fois sur de l'achat-revente, mais sur des joueurs qui n'ont pas de potentiel ou qui vont t'exploser entre les doigts. Parce qu'en 2013, on parle du projet Dortmund, c'est de prendre l'équipe qui finit 2e et de l'encadrer avec certains des plus grands espoirs français. Sur le papier, c'est pas bête, hein. Mais de prendre des jeunes comme Mendy, Imbula, Lemina, Jordan Ayew qui était déjà au club mais qui faisait partie de ce projet-là, et de les faire encadrer par des cadres que sont Payet, Mandanda, Gignac, Nkoulou, pour qui leur personne et leur carrière sont la chose la plus importante, au-delà de l'amour du club et l'altruisme, c'était déjà pourri. Derrière, tu as la saison Bielsa, où tu valorises justement ces individualités, même si le collectif finit 4e de Ligue 1. Mais derrière, justement, tu ne peux pas capitaliser parce que ton cadre, qui est devenu un cadre, André-Pierre Gignac s'en va,
André Ayou s'en va. Nkoulou a envie de partir, mais du coup, sur sa dernière saison, c'est un fantôme. T'es obligé de vendre tes espoirs que sont Imbula et Jordan Ayou. Enfin, Jordan Ayou, t'es déjà parti, pardon. Imbula, en gros, est forcé à la vente. Lemina est forcé à la vente. Et tu te retrouves avec Bielsa, du coup, qui se barre. Du coup, ton projet, il est mort. Après un an d'existence, il est mort, ton projet. Et derrière, il n'y a plus de projet. Tous les ans, le projet, ça a été de reconstruire un projet. Qu'est-ce qu'on entend tous les ans? Retourner en Ligue des Champions. Il n'y a pas de projet derrière. Le Champions Project, ça n'existe pas. C'est de la communication. Il n'y a pas eu de vraie construction derrière ce projet. Je me trouve très négatif, mais là, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui a été dit dans le chat. C'est Axel Ortiz qui nous dit on a un label de rap quand même, on peut regarder les grandes drops dans les yeux. Et là, je trouve quand même notre ami Axel. Ah, mais c'est Jessé, le plus grand footballeur rappeur du monde. C'est Rodriguez qui sortait des feats avec Daddy Yankee à l'époque du Real. Pour rebondir sur ton histoire de projet, ça n'a pas été le cas contre Porto, mais contre City, tu avais Payet, Benedetto, Strootman, Germain sur le banc. Quand tu additionnes la somme de leur salaire mirobolant, ça fait froid dans le dos. C'est incroyable que des types avec un tel salaire se retrouvent sur le banc. Ça montre à quel point ton projet n'est même plus bancal. Il est totalement défaillant. Et c'est dommage, c'est triste que ça tombe tout le temps sur nous, quoi. On n'a pas le droit au bonheur, visiblement. Mais après, pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas. Je vais pas commencer tout de suite, hein, mais quand ton équipe et ton équilibre, si on peut appeler ça un équilibre du collectif, ben oui, mais retombe sur un joueur avec des variables aussi mystérieuses que Dimitri Payet, ben tu t'en retrouves là. Sa carrière est à l'image de son passage à l'OM. De son deuxième passage à l'OM, je compte même pas le premier. Sa carrière est à l'image de son deuxième passage dans le sens où il y a beaucoup d'espoir. Quand il arrive, il revient de West Ham, c'est la figure du projet, tout ça, la première grosse recrue du projet McCourt, qui au final était la dernière. C'est le chouchou du stade parce qu'il y a eu ce qui s'est passé avec la saison Bielsa, il y a eu ce qui s'est passé à West Ham, il y a eu l'Euro aussi avec le but au Vélodrome, la célébration Je suis chez moi, tout ça. Ensuite, la fin de saison, c'est pas terrible, mais tu te dis qu'il est capable de mieux et on le sait. Il y a la saison 2018 où en Ligue 1 c'est moyen plus et en Ligue Europa c'est excellent, limite on en parlait comme un des meilleurs meneurs de jeu d'Europe à ce moment-là. Et derrière il y a la saison d'après où tu te rends compte que le mec quand il a pas envie c'est le plus gros poids et c'est même pas un jeu de mots pour un collectif qui existe. Et derrière, tu as la saison dernière où il décide de tout simplement prendre l'équipe sur son dos et d'aller à la deuxième place de ce championnat avec lui et Mandanda. Et puis il y a cette saison-là. C'est à l'image de sa carrière, de tout ce que ça a été, de Nantes à Saint-Etienne, en passant par Lille. On parle de Payet là ou... Non, c'est pour parler du projet de jeu de l'OM qui est construit autour de lui depuis 2 ans maintenant, depuis l'arrivée de Villas-Boas, parce que c'était pas tellement le cas avec Rudy Garcia. Ça penchait beaucoup plus côté Thauvin. Et du coup, tu te retrouves avec un jeu hyper bancal parce que tu as un joueur aussi bancal. Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet tactique au niveau du jeu, etc., oui, c'est possible de parler de jeu avec cet OM-là. J'ai envie de vous poser une dernière petite question en préambule. Est-ce que c'est pas une histoire de budget, tout ça? Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Non, ça dire. Mathieu veut me faire devenir fou, là. C'est le budget, ça. Midi fait un excellent match contre l'Ajax, c'est le budget. Je pense que c'est surtout une histoire de mentalité de joueur, en fait. Un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que quand tu es à Midtjylland, là, tu dois prouver quand tu arrives sur la scène européenne, parce que t'es rien, t'es personne. Donc les mecs, ils se bougent. Quand tu es dans des clubs, des anciennes gloires ou des clubs qui doivent garder un statut, tu te bouges, tu as de la concurrence. Tout à l'heure, je parlais de Porto parce que je maîtrise sur le bout des doigts le sujet, quoi. Mais tu dois amener quelque chose. Quand tu es à Marseille, c'est quoi ta concurrence? Enfin, je veux dire, ton banc de touche, c'est pas contre lui, tu vois, ou un joueur, mais ton avant-centre, s'il n'est pas bon, on va mettre soit Marley Haké, ok, gamin, t'arrives, t'as 18 piges, voilà.
soit Radonjic, où on sait que Attention. désolé hein, je sais que je vais vexer, mais je veux dire, si Radonjic c'était un crack depuis qu'il est là, on le saurait quoi. Hein, c'est pas Messi. On est d'accord avec toi, Omer, qu'il n'y a qu'une personne. Tu peux dire que c'est une brêle. Hein. Chacun sa définition du crack. Ouais, il est sous crack, sûrement, vu les choix qu'il fait. Mais... voilà, c'est sans doute le seul crack qui touchera sur Instagram. Mais oui. ton banc de touche, il a rien comme niveau. Ton 11, il est déjà pas. Déjà en Ligue 1, ton 11, tu dis pas que le 11 de l'OM, c'est le deuxième derrière le PSG. Tu dis, ouais, mais il peut rivaliser avec Lille, avec Lyon, avec machin. Mais tu dis pas, putain, l'OM, tu mets le 11, ça te vend du rêve, quoi. Tu vois. Et derrière ton banc de touche, c'est personne. On espère quoi avec ça? Et on n'a pas grand-chose. Il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier. Alors, c'est pas pour aider la direction, parce que je trouve que c'est des. Enfin, Jacques-Henri Hérault, sa communication, McCourt, c'est des branques. Voilà, on va pas se mentir. Mais la saison après Bielsa, c'est quand même. On vend tous les bijoux de famille pour remettre le club à flot. Parce que Maman Dreyfus, elle en a marre d'avoir le poids de l'OM là et de se faire insulter toute la semaine. Elle veut retourner gérer ses affaires en Suisse et plus montrer sa gueule, hein, et peut-être se débarrasser de Vincent Labrune aussi. Hein. Je pense que ça doit y jouer quand même. Hein. Faut le supporter, le gars. Et, il y a des fans de Vincent Labrune ici aussi. Les mêmes personnes qui sont fans de Labrune. Arrête de dire ça. Pourquoi tu t'auto-dénonces? Parce que je sais qu'il parle de moi. Non, mais et ce que je veux dire, c'est que regardons objectivement les mecs qui composent ce truc. Rongier, pour encadrer les jeunes, tout à l'heure tu parles d'un projet, tu récupères des jeunes, machin, pour les encadrer. T'as Lucho Gonzalez, t'as Heinze, tu vois, t'as des mecs comme ça dans l'équipe pour encadrer des jeunes, mais tu sais que le premier qui va faire le malin, mais même Payet qui va revenir avec 2 kilos de trop, oui, complètement, t'as raison. Il va prendre une gifle derrière la tête et puis il va se faire mettre à l'amende, tu vois, comme entre nous. Mais le problème, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est en fait, cette équipe, elle manque pas de cadre, elle manque d'un leader, un vrai leader, sur et en dehors du terrain. Parce que le leader vocal, c'est Alvaro, mais il est tellement limité sur le terrain que je vois tellement les autres joueurs lui dire, bon, ok, toi, allez, vas-y, va là-bas. Mandanda, c'est un leader, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un leader silencieux, Mandanda. C'est pas lui qui va aller tirer l'oreille de tout le monde, c'est pas lui qui va aller mettre des taquets à ceux qui se comportent mal, comme tu le disais par rapport à Enzo et Lucho. Et le problème, c'est que ce type de leader-là, on l'a pas eu depuis Enzo et Lucho, c'était il y a 10 ans, à une époque où avec Deschamps, le projet n'était pas de former des jeunes joueurs, de lancer un projet futur, le projet était de gagner tout de suite. Et on l'a vu, il a gagné tout de suite, et derrière, il n'y avait plus rien. La saison 2011-2012, la dernière de Deschamps, il est déjà sur ses ruines à lui. Et après, une fois que tu gagnes plus, tout le monde s'en va et tu reconstruis pour encore une fois. Ouais, moi c'est oublier un peu vite que la dernière année de Deschamps, le club en interne, tout le monde veut récupérer le titre et la place et le parcours en Ligue des Champions, parce que ton parcours en Ligue des Champions pour arriver en quart au départ, il n'est pas dégueulasse quand même. Complètement pas, non. T'as Dortmund, l'Olympiakos, Arsenal, franchement c'est bien. Tu arrives à te qualifier pour les quarts de les huitièmes de la Ligue des Champions. Tu retapes l'Inter comme en 2004. T'es là, mais qu'est-ce qu'on organise nous? On organise Papa Anigo qui nous fait grève des supporters et qui te met l'équipe à cette époque-là, le jeu de Deschamps. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, en fait, on avait une équipe costaud. C'était pas le Brésil de 70, on est d'accord. Mais c'était une équipe costaud qui était difficile à bouger, qui tenait la route en Europe, qui avait des cadres, qui avait des voilà. C'était une équipe cohérente. C'était une équipe qui était faible mais cohérente. Mais elle n'était pas faible. Non, c'était pas faible. Non, mais faible. De la saison 2011-2012, elle est faible mentalement, je veux dire, parce que oui. Tu finis pas 10e avec un effectif Deschamps, pareil. Pour moi, les gars, l'OM de Deschamps, il est aux antipodes de l'OM qu'on a là. Oui. C'était une machine de maîtrise, de défense. Tout était calculé dans le moindre détail. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Et on savait qu'on allait, à chaque match, on savait qu'on allait
au moins faire match nul. Voilà, on perdait très rarement. Là, tu parles des 2 premières saisons, parce que la dernière... Ah oui, 2 sur 3, c'est quand même pas mal, non? Oui, non, c'est bien, mais la dernière saison, il y a la série de 13 matchs sans victoire, quand même. Ah oui, la dernière saison, elle est cataclysmique, mais on sait pourquoi. Oui, mais parce que les joueurs ont lâché aussi. Mais les joueurs ont lâché, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du club, tu as aussi les mecs, Deschamps, il te fait pas jouer, machin, truc, et puis ils étaient soutenus par le directeur sportif qui envoyait dans son dos, hein. Et puis t'avais aussi dans l'équipe des boulets, quoi. Je veux dire, enfin, t'as traîné du Ben Arfa et des trucs comme ça. On voit bien que le mec, partout où il est passé, ça a été un désastre pour tous les collectifs, quoi. Messieurs, dans le chat, on a 13 qui nous dit APG, donc Gignac, joueur préféré d'Idriss. 13, on te salue. Hein. Un jour, elle viendra, l'émission où je ferai ma plaidoirie sur Gignac pour que les gens donnent leur avis. Oh putain, on a lancé sur Gignac, ça y est. Non, parce que vous, en privé, en privé, on a eu plusieurs fois cette discussion. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Au fur et à mesure de mes arguments, j'arrive à tirer Azir vers moi. Mais un jour, on aura en émission un vrai débat autour de l'héritage Gignac. On a Arthur qui nous salue. Salut les fans Zouz. Ben Arthur, on te salue aussi. Ouais, parce qu'on est en face de la Grande Astra, là, sur ces... Voilà, c'est ça. Donc, franchement, je pense qu'on rigole plus ici. Restez avec nous. On a Ariles qui nous dit c'est une histoire de rigueur des dirigeants et de l'entraîneur. Je suis persuadé qu'avec un Galtier, on verrait largement mieux en termes d'engagement. Puis même deuxième message en dessous, pour la Ligue 1, on a largement l'effectif pour finir deuxième. C'est vrai que les gars, on n'est pas loin de penser la même chose. Oui, on n'a pas un effectif dégueu pour la Ligue 1, mais voilà, on voit pas. C'est ce qu'on ne pas sur le terrain. Voilà. Non, mais déjà, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte d'un truc? Enfin, moi, je suis comme salut à mon poteau à Cisco qui est pas là, mais qui va nous écouter ou nous voir en live après. Hein. Mais je suis de la génération de Cisco, donc j'ai 40 berges. Moi, ça me fait mal. Je viens d'hors-jeu, hein, ça me fait mal au fion de me dire que voilà, on Marseille... vient d'être démonétisé sur YouTube, et voilà. Désolé. Je vous paierai une bière le jour où je descendrai à Marseille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous imaginez un truc. Là, il y a le mec, il a dit Marseille, on a l'effectif pour être deuxième du championnat. Oh, mais tu m'aurais dit ça il y a 10 ans. Alors, je sais bien, vous allez m'expliquer, machin, PSG, bah les couilles. Marseille a l'effectif pour être deuxième. Mais moi, j'ai 40 berges. Pendant 35 ans, Marseille, chaque début de saison, c'est où t'es premier, ou j'ai raté ma saison. Ouais, mais c'est vrai que ça a changé depuis. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Les temps ont changé. Mais non, mais même, t'as Bielsa. Ton budget, c'est bien de la merde. Ton effectif, c'est moyen plus, tu vois. Parce qu'on voit bien, hein, sous Bielsa, les mecs derrière, citez-moi un mec qui est passé sous Bielsa et derrière, 2 ans plus tard, il a explosé complet. Je veux dire, à part avoir surfé sur la vague Bielsa plus sa forme physique du moment, de ce qu'il lui avait fait faire tactiquement et tout ça, hein, et techniquement, il n'y en a aucun qui a rien fait derrière. Si, il y a Ocampos. Et Ocampos, sous Bielsa, ce n'était pas le plus grand joueur de cette équipe. Mais Marseille doit se contenter de dire on a un effectif pour finir deuxième. Non, Marseille, ça doit venir emmerder le PSG. Ça a le droit d'être à la limite à 6 points de Paris ou 8 points de Paris, mais à moins de 10 points de Paris parce que tu as l'aller-retour qui est compliqué contre cette équipe qui a un budget hors norme. Mais tu dois pas déjà dans ta tête, même supporter, partir avec un truc. C'est bien, tu vas finir. Non, parce que cette année, tu vois le début de saison du PSG, le nombre de défaites, le nombre de trucs, le nombre de machins. Si t'es dans le coup par rapport à ça, si dans ton club, tu te dis déjà, si dans ta tête, tu te dis déjà que tu vas venir les emmerder, tu vas venir les chatouiller. En plus, tu les as battus cette année. Putain, tu dois être là pour être... tu dois être premier. Tu vois ce que je veux dire? Dans un monde normal, oui. Dans un monde normal, tu dois... Dans un monde normal, je suis d'accord, mais... Oui, mais les joueurs, ils l'ont pas, ça. Les joueurs, ils l'ont pas. Non. Les joueurs, ils savent pas. Ils sont mis dans un cadre où, si tu veux, on part du principe que la première place, c'est foutu. Et Villas-Boas, le premier, d'ailleurs, qui l'a souvent répété, qui disait la première place, c'est pas la peine, la deuxième, etc. Mais c'est pas forcément là de la faute de Villas-Boas, en l'occurrence. Non, mais c'est une généralité dans le championnat de France. Oh, non, je suis pas d'accord. Regarde, Omer parlait de Bielsa, justement, et il montrait à juste titre qu'avec un effectif moyen plus, il a presque réussi à faire des miracles. Mais c'est l'exception. Oui, c'est lui. Non, mais voilà. Mais c'est au coach aussi de faire croire aux joueurs que ça y est,
ils peuvent jouer le titre. Le Paris Saint-Germain, c'est pas des robots, c'est pas une machine. Ils peuvent très bien perdre 3-4 matchs et on se doit d'être à l'affût parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais si même l'entraîneur, comme il a parfois tendance à le faire, il bazarde le match avant même de le jouer, ah bah oui, les joueurs, ils vont pas se surpasser sur le terrain. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Messieurs, on va revenir sur le match de mardi. Sur le jeu à proprement parler, oui, je sais, on est obligé, mais on va revenir sur ce match-là. Donc ce changement à nouveau de système, on est repassé avec ce milieu à 3, ce milieu de l'enfer, comme j'aime l'appeler, Camara, Rongier, Sanson. Une nouvelle attitude un peu plus, allez, pas offensive, mais on a senti l'équipe un peu moins bas en début de match, et Omer le signalait aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a essayé de faire Villas-Boas, là, selon vous, Azir? Ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas entendu. J'ai l'impression qu'ils ont essayé, dans les premières minutes notamment, d'être un peu plus dans le camp adverse, d'essayer d'être dans le camp adverse et de poser des problèmes au niveau de la relance de Porto. Mais sauf que là, bon, pour le coup, sur ce point-là, c'est pas vraiment de sa faute spécifiquement. Mais quand de suite, au bout de 5 ou 6 minutes de jeu, ton défenseur central, et en plus celui qui est censé être plus à l'aise techniquement, se trouve complètement et donc engendre derrière l'ouverture du score du FC Porto, et en sachant qu'en termes de confiance, les joueurs n'étaient pas au beau fixe, ça annule après rapidement toute volonté, les premières volontés qui étaient d'être dans le cas adverse très rapidement. Donc après, voilà, ça devient compliqué, même si globalement l'Olympique de Marseille a eu la possession, 60%. Au niveau de l'utilisation du ballon, on revient à chaque fois, on répète les mêmes choses depuis le début de saison, même avant, pour certains. C'est encore trop limité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de circuit de passe préférentiel au niveau des sorties de balles, il n'y a pas de volonté de combiner pour sortir de la densité, pour déséquilibrer le bloc adverse. Et à un moment donné, tout à l'heure, on parlait du manque de personnalité. Il n'y a pas des joueurs qui sont capables de dépasser leur fonction au milieu de terrain, d'essayer de casser la ligne en attaquant l'espace balle au pied ou par une passe. Et les ailiers, c'est pareil. Ils n'ont pas cette capacité-là de faire des différences individuelles. Si. Tauvin galère comme jamais pour faire... par exemple, Tauvin galère comme jamais pour gagner des 1 contre 1. C'est très, très compliqué pour lui. Il doit être très proche du but, en fait, pour faire sa spéciale, qu'on appelle ça spéciale, pour essayer de trouver un angle de tir et marquer. Mais dans les 1 contre 1 purs, dans la percussion, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il a de grandes difficultés à faire des différences individuelles. Payet, l'ami de Driss Kasmi, aussi en difficulté parce que voilà, l'animation offensive ne met pas en valeur ses qualités techniques. Lui, il n'arrive pas individuellement à sortir du lot. Bref, c'est encore toujours les mêmes travers, même si en termes, on va dire, d'intention, peut-être qu'en début de match, elles étaient plus affirmées ou plus ambitieuses que face à Manchester City. Et dans la réalisation, c'est toujours aussi moyen. Et face à un Porto qui était bien dans son match, tu ne pouvais pas espérer mieux. Est-ce que c'était seulement des intentions ou est-ce que ça a été vraiment travaillé? Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Villas-Boas, on a beaucoup entendu avant le match dire il faut qu'on montre autre chose, on va essayer d'être plus haut, etc. Il a dit juste on va plus haut, et voilà, et c'est tout. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu fait par défaut, le style il faut qu'on montre autre chose, donc on monte le bloc de 20 mètres en début de match, mais après démerdez-vous comme d'habitude, quoi. Les joueurs sont livrés à eux-mêmes, en fait. Totalement. Je te dis oui, les joueurs sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de système. On a l'impression que pour Villas-Boas, le système se résume justement à un système, quoi. En gros, un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4 de losange. Il n'y a pas de réflexion, tu vois que les joueurs ne savent pas quoi faire sur le terrain, qu'ils ont une position à respecter, qu'ils la respectent un peu bêtement, dans le sens où il n'y a pas de dépassement de fonction, il n'y a personne, à part Sanson, ce qui est bizarre de dire ça, mais à part Sanson, il n'y a personne qui prend la responsabilité de sortir de sa zone pour aller essayer de créer un petit décalage. Et derrière, ça se résume à des exploits individuels, quoi. C'est en gros, voilà, vous avez votre place sur le terrain, allez-y. Il n'y a aucune intelligence, aucune personnalité, on le dit à chaque émission. Cette équipe, elle manque de personnalité, pour résumer ce qu'a dit Azir, dans le sens où aucun joueur ne prend la percussion, aucun joueur ne gagne ses duels, c'est 1 contre 1. C'est parce qu'il n'y a aucune personnalité, que ce soit mentale ou footballistique, qui s'impose sur le terrain. Tout le monde a peur de faire la bêtise, tout le monde a peur de perdre le ballon, tout le monde a peur de se faire remarquer, on va dire, par
par je ne sais quelle action. En gros, personne ne prend de risque dans cette équipe. Et un football sans risque, c'est un football très triste, comme on le voit depuis 3 mois. Est-ce que c'est le collectif qui fait couler les individualités ou est-ce que c'est l'inverse? Je pose la question parce qu'on a 2 écoles là, face à la situation de l'OM. On a un peu heureusement c'est bien qu'on ait Omer avec nous parce qu'il est un peu de cet avis-là où les gens disent Villas-Boas il fait un peu ce qu'il a, l'effectif est pas si fou, et puis on a l'inverse où ils disent non, l'effectif est bien, c'est juste que le collectif le met pas en valeur. Est-ce que je peux vous donner ma vision de la tactique de Villas-Boas et le problème qu'il y a eu ou sans vouloir déjà par rapport à Marseille. Vas-y. Ou alors, non, vas-y, je réponds à ta question et puis après, peut-être que ça répondra. Redonne-moi ta question, Mathieu. En gros, est-ce que c'est le collectif qui fait couler ces individualités qui sont de plus en plus mauvaises, ou est-ce que c'est justement les individualités qui font que le collectif est absent, quoi? Pour moi, c'est les individualités qui font couler le collectif. Comme je vous avais mis dans un tweet dans une des premières émissions, quand Marseille est nul contre Metz, contre Saint-Etienne, et après il y a la dernière minute à Lille, quand il sort Payet, quand il sort Benedetto qui sont à la ramasse, quand il sort je sais plus qui là au milieu qui n'était pas foutu de faire 2 passes et qui te fait rentrer Ake, Gay, même Radonjic et tout ça, et que les mecs, tu vois, qui rentrent, ils essaient de suivre 3 consignes, et au miracle, ils arrivent à faire 3 passes, et tu te retrouves alors que tu as fait 1h10 de bouillie de football, et d'un coup, tu sais, tu as un peu la lumière qui ressort, le trait de génie. Bah non, moi j'ai l'impression que les remplaçants, ils suivent les consignes, et puis que les autres, ils font un peu comme ils veulent. Et quand Payet, il fait comme il veut, et que tout le monde lui donne le ballon, parce que soi-disant, c'est ton leader technique ou ton leader d'attaque, bah déjà grand, même le contrôle, t'as mon niveau, quoi. Arrête. Tu mets plus personne à la rue avec ton contrôle, tu mets plus personne à la rue avec un crochet, tu es obligé de te mettre à 40 mètres pour balancer un centre pour que quelqu'un te laisse un peu respirer, parce qu'autrement, c'est trop dur pour toi. Et pourtant, tous les ballons, ils passent par lui. Il y a un match comme ça, je crois que c'est Saint-Etienne, où tu démarres le match, tu prends des buts, mais t'as Sanson qui lance 2 ou 3 contre-attaques et qui est super bien parti, et tu te dis putain, ça va faire quelque chose. Et au final, il fait des passes de merde arrivées dans les 30 derniers mètres et tu te retrouves complètement con. Bah, moi, je pense que les mecs, ils sont... Enfin, il y a un déficit de niveau, quoi. Alors après, est-ce qu'ils bossent pas assez, est-ce que machin, mais je trouve que tactiquement, moi, je la vois, la tactique qui essaye d'être mise en place. Pour revenir au match de mardi, très clairement, Villas-Boas, il avait bossé son Porto et son Conceição. Il a essayé de jouer des petites relances rapides pour rapidement basculer le jeu, parce qu'il savait que les défenseurs latéraux de Porto, Manafa et Zaidou, ils ont des gros problèmes d'alignement et dans leur dos, hein, parce qu'ils ont tendance, c'est des vrais défenseurs latéraux à la portugaise, c'est-à-dire que c'est très tourné vers l'attaque, ça s'oublie un peu en défense, quoi. Là, pas de bol, bah, c'est Ligue des Champions, donc ça a resserré les boulons. Et il y a dans l'académie de Blas, je fais toujours de la pub pour la boutique, hein, excusez-moi. Mais vas-y. Toute pub pour Camelu, c'est le bienvenu ici. Il a mis une action où ça commence à faire la différence. Sanson se projette. Tu vois qu'il veut décaler pour faire partir Amavi dans son circuit préférentiel et centrer. Sauf que bah, c'est bloqué. En face de lui, c'est bloqué. À droite, dans l'axe, c'est bloqué. Et il est obligé de revenir en arrière. Et je pense que c'est une vraie volonté de jouer qu'ils avaient bossé pour aller attaquer ces couloirs, d'où le pénalty de Thauvin en début de match, en fait. Hein. Tu vois, provoquer dans le couloir, rentrer dans les couloirs pour les emmerder, quitte à mettre des petits centres à ras de terre et pas balancer des grands centres, parce que de la tête, les mecs de Porto, les défenseurs, ils seraient régalés, tu vois. Mais à un moment donné, ils sont tombés sur des mecs qui, tactiquement, étaient mieux en place, qui, dans l'agressivité, étaient au-dessus d'eux. Et puis, techniquement, c'est pareil. Quand tu vois l'action d'Mbemba, où les mecs ont dit putain, mais c'est un défenseur central, ça, le mec, il fait crochet extérieur du pied. Bah ouais, mais c'est. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs que ça pêche, quoi. On a Alexis dans le chat qui nous dit, Alexis, on salue, il nous dit Villas-Boas a essayé de nous faire croire qu'il voulait jouer au foot haut avec pressing, mais il savait très bien qu'on allait prendre le bouillon. On ne pourra plus lui dire qu'on joue bas sans intensité.
C'est vrai que là, il a essayé peut-être un peu de contrer les critiques. Et on a Stéphane qui nous dit le jeu est trop stéréotypé pour espérer quoi que ce soit contre des équipes en place défensivement. Heureusement qu'on a eu quelques coups de pied arrêtés. Il fait référence au match contre Brest, Lille, Paris ou Lorient. C'est toujours pareil. Exactement, c'est coups de pied arrêtés. Non, mais moi, justement, pour répondre à cette question concernant le collectif et les individualités, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec notre ami Omer. C'est le collectif qui flingue les individualités. Omer a parlé de circuit préférentiel de jeu, etc. et tout. Que sont-ils moi, je ne les vois pas depuis que Villas-Boas est là. Moi, si, il y en a un, c'est Taleta Tsar pour Amavi. C'est le seul. Oui, ça, c'est exactement. C'est la spéciale, celle-là. Non, je voyais beaucoup de coups de pied arrêtés réussis, ça c'est vrai. Il ne faut pas enlever ce mérite. On est efficace sur ce domaine. Et surtout des exploits individuels, mais sinon, le reste, je ne vois rien. Et pour continuer sur cette question, oui, c'est le collectif qui flingue les individualités parce qu'on a juste à comparer à la saison dernière, compter avec moi le nombre de joueurs qui sont aux antipodes de leur niveau de la saison dernière. Payet, Benedetto, Sanson, même si je ne l'aime pas, Rongier, Sakai, ça fait déjà quasiment la moitié de l'équipe et j'en passe d'autres encore. C'est trop. Quand c'est autant de joueurs en même temps qui plongent, pour moi, c'est pas une coïncidence. Ce ne sont pas forcément tous des joueurs qui veulent en faire qu'à leur tête. Je n'enlève pas un mot à ce que vient de dire Amaïs. Très bien. Très bien. Je profite que tu aies mis la composition sur l'écran de live. Très bel écran d'ailleurs, on remercie ceux qui nous ont fait ça. Je préférais la belle image de Payet. Oui, c'est vrai que tu pourrais la remettre après. Mais juste là, on voit la compo, donc ce retour avec ce 11 un petit peu classique. Et j'ai envie de vous demander, les gars, est-ce que quand la compo est sortie, on ne s'est pas dit le fiasco, est-ce qu'il n'était pas un peu couru d'avance là, avec cette composition que personnellement, moi, cette composition, je ne peux plus la voir. Là, c'est fini là. J'ai annoncé même sur Twitter que si la compo était pareille, demain était pareille, je regardais Koh-Lanta personnellement. Je ne me disais pas ce match demain soir. Ben moi, c'est simple. J'avais pas attendu. Déjà, j'ai pas attendu la compo, mais. Dès que j'ai vu le match, en fait, j'avais posé un petit pari sur Porto gagne avec au moins 2 buts inscrits et non pas 2 buts d'écart. Et dès que j'ai vu la compo, j'ai compris que mon pari allait être encaissé. J'ai compris tout de suite parce que direct, j'ai gagné 300 balles gratuit. Non, mais c'est ce milieu de terrain qui est ni agressif ni créatif parce qu'on dit Rongier, il récupère des ballons. Il s'avère que depuis la deuxième journée, c'est soit le match contre Paris, en soi le deuxième match, Rongier ne récupère pas beaucoup de ballons, il est sur une moyenne de 1 ou 2 par match, ce qui est rien du tout. Sanson en récupère beaucoup, mais il en perd encore plus. Je rappelle que l'an dernier, sur la saison 2019-2020, Morgan Sanson est le milieu de terrain d'Europe à avoir joué plus de 20 matchs en tant que titulaire, avec le ratio ballon récupéré, ballon perdu, le plus pourri d'Europe. Je m'étais amusé à aller chercher cette stat. Il est sur 5 ballons récupérés, 4 perdus de moyenne. Pour un milieu relayeur. Et c'est beaucoup. C'est monstrueux. C'est monstrueux, tu veux dire. Et moi, quand j'ai vu ce milieu de terrain, et quand j'ai vu cette composition d'équipe, j'ai explosé de rire perso, parce que je savais qu'on allait avoir une bonne émission. Et c'est vrai qu'en plus, avant le match, les centraux, là, Sanson, Rongier, les milieux centraux étaient en balance avec Cuisance et Gay, notamment. Et en fait, de revoir ce milieu, je sais pas vous, mais moi, ça m'a coupé. Déjà que j'avais pas beaucoup d'excitation pour ce match, alors là, ça m'a tout coupé. Hein. Je me suis installé dans le canapé, mais à reculons. Franchement, c'est compliqué. Dans le chat, on a Alexis qui nous dit l'an dernier, il y avait des circuits préférentiels, Thauvin, Sakai et Payet à Amavi. Bon, Thauvin, Sakai, c'était compliqué. Hein. Thauvin, il n'était pas là. Mais Alex, bon, c'est vrai qu'ils ont toujours eu une petite complicité, les deux, dans les saisons précédentes. Oui, il y a 2 ans, moi je te parle de l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'est vrai que sur cette composition, c'était aussi une autre nouveauté, c'était le retour de Payet en 10, alors que Villas-Boas avait balayé, à chaque fois qu'on lui a sorti cette proposition, il a balayé d'un revers. Les gars, ça n'a pas été une grande réussite non plus. Hein. Azir, je vais distribuer la parole. Azir. Ouais, c'est toujours... on parle, c'est le réflexe, on va dire, de parler des cas individuels, etc. Mais comme Amaïs et Idriss aussi l'ont dit,
Le problème, il est, même si Payet, évidemment, c'est tort, hein, il a sa responsabilité, notamment ces derniers temps, on parle beaucoup de sa condition physique. Et là, au niveau de son positionnement, si l'animation autour n'est pas adéquate, s'il n'arrive pas à recevoir des ballons dans les bonnes conditions, si lui aussi il ne fait pas les bons déplacements, évidemment, eh bien forcément, on a la prestation qu'on a vue mardi soir. Et donc, oui, on va écripiner Payet, oui, évidemment, il doit faire plus, évidemment, par rapport à son potentiel, par rapport à sa position dans ses effectifs, qui est clairement le leader technique, censé être le meilleur de jeu. Et en le plaçant en numéro 10, là, on va dire Villas-Boas, confirme un peu par son positionnement de départ en tant que meneur de jeu. Mais l'animation, pour moi, peut-être que je fais une fixette, mais l'animation, elle est tellement défaillante que, oui, évidemment que les joueurs doivent faire plus. Elle est tellement défaillante que c'est compliqué d'incriminer en vérité tout le temps des joueurs, machin, parce que c'est trop... Les ballons n'arrivent pas. Ou les ballons n'arrivent pas dans les bonnes conditions pour que lui puisse enchaîner derrière, même si évidemment il doit faire plus. C'est pas binaire, c'est pas Payet, machin, il fait n'importe quoi. D'accord, ok. Et de l'autre côté, il fait pas assez fort. Non, l'animation collective ne permet pas aux individualités de briller. Même si évidemment les individualités doivent faire plus. Complètement. C'est tout ce que tu veux dire. Par rapport à ce milieu, moi j'ai une question pour vous. Parce que moi j'ai mon idée, mais j'ai une question pour vous. Lequel des 3 joueurs du milieu, là, est capable d'avoir l'intelligence de jeu, la vision du jeu, pour savoir lâcher son ballon en une passe, jouer vers l'avant ou faire la fameuse passe qui casse les lignes? Sur les 3 là, aucun. Sur le papier, c'est Rongier. Sauf qu'il le fait plus depuis des mois, mais sur le papier, c'est Rongier qui est capable de faire ça. Et encore, franchement, même Nantes, c'était pas non plus. Non, mais ça va, je t'ai pas dit que ça y allait à Touré, mais. Je te dis pas que ça y allait à Touré, mais quand même. Il le faisait à Nantes et il le faisait à ses débuts. Sauf qu'après, il est rentré dans le moule. Dans un moule vide. Oh merde, vas-y. Ouais, non, mais parce que moi, je trouve que Gueye, c'est un joueur qui, sur le peu qu'il a déjà montré, il a cette faculté. Vous allez hurler, mais je trouve que Strootman, quand il jouait l'an dernier, quand il rentrait, c'est lui qui te changeait un peu ça en ayant 1 ou 2 passes avec une vision du jeu, quand on lui laissait un peu le temps, qui allait casser la ligne et qui allait trouver notamment le prince, hein, pour ses exploits retentissants. Non, mais l'avant-dernière passe ou l'avant-avant-dernière passe, c'est hyper importante, surtout quand tu es une équipe... Voilà, Marseille, malheureusement, c'est une équipe Ligue 1, c'est une équipe qui joue bas, c'est pas une équipe qui va faire du jeu, hein, c'est pas une équipe espagnole, ou voilà. Hein. Donc là, tu joues avec un milieu, je veux dire, moi, même Camara, je vous donne mon avis, mais Camara, c'est défenseur central. C'est pas un 6. Je suis d'accord avec ça. C'est comme mettre Marquinhos en 6 à Paris, ça a strictement aucun intérêt. Ouais, avec Azir, on a changé notre point de vue vis-à-vis de ça. Moi, je suis désolé, mais Camara, je trouve qu'il a beaucoup de difficultés. Et alors là, par rapport au match de mardi, c'était criant. En face de lui, les 3 milieux de Porto. À quel moment le pressing de Marseille, il a réussi à emmerder un Sergio Oliveira? À quel moment il a emmerdé un Uribe? À quel moment il a emmerdé un Otavio? Ils ont pris le ballon, ils sont retournés dans le sens du jeu, ils ont joué à leur main, comme on disait tout à l'heure. Quand ils ont voulu accélérer pour trouver soit les ailiers, soit les créatifs comme Corona, enfin quand je dis ailiers, je veux dire les latéraux, Zaidou et Manafa, ou soit aller trouver Diaz et Corona, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et ces mecs-là, ils étaient capables à la fois de jouer court, de jouer long, mais voilà. T'as pas un mec dans le milieu de Marseille qui est capable de faire ça. Et ça, c'est dramatique en fait, parce que c'est juste des joueurs de foot. Hein. C'est pas des. Enfin, je veux dire, c'est pas. Otavio, il n'est pas en équipe du Brésil, c'est pas un international. Uribe, il n'a pas sa place titulaire en Colombie. Et Sergio, c'est le 23e au Portugal. Hein. Et qu'on a vu à Nantes d'ailleurs, Oliveira, et qui n'était pas monstrueux. On a Mikey Mike qui nous dit une analyse.
on a Mikey Mike, une analyse très très clairvoyante. Rongier, il est traîné. Voilà. J'aime bien ce genre d'analyse. On a Stéphane qui nous dit: je trouve Camara est le moins pire des trois au milieu. Ouais, c'est vrai qu'on peut être d'accord avec ce constat-là. Parce que c'est celui qui a le rôle le plus minimaliste des trois. En fait, Camara, il n'a pas grand-chose à faire. Moi, c'est plus Sanson et Rongier qui sont exposés par leur positionnement et par leur rôle et qui du coup brillent par leur nullité, en fait, si je puis dire. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les consignes qui sont données à Boubacar Kamara par rapport à son rôle de sentinelle. J'ai l'impression, de l'extérieur, qu'on le cantonne un peu à ce rôle de milieu défensif du début, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010, où tu te contentes d'occuper la largeur pour récupérer les ballons, et après, dans l'utilisation du ballon, tu ne prends pas trop de risques, tu ne cherches pas à casser des lignes, tu ne cherches pas à organiser, à orienter, à aérer le jeu de l'équipe, à dicter le tempo. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que dans toutes les équipes qui essayent de prendre le jeu à leur compte, même pour vraiment la part des équipes aujourd'hui, les milieux défensifs, le joueur qui va jouer devant la défense ou quand il y a un double pivot, c'est un joueur qui est capable d'utiliser le ballon en prenant des risques, en cherchant cette passe qui va casser des lignes, qui va faire avancer le jeu. Et aujourd'hui, Camara, je pense qu'il a les compétences ou les aptitudes techniques pour le faire, mais dans la réalisation, peut-être qu'au niveau des consignes sur le plan tactique, on lui incite à être prudent à ce niveau-là. On a l'impression qu'il a les qualités d'Ismaël Benasser pour faire un petit parallèle et qu'on lui demande de jouer comme Alou Diarra. Très beau résumé. C'est une belle analogie. On a Axel, c'est le dernier message que je voulais lire, on a Axel qui nous dit: Gay est sûrement écarté pour avoir fait des passes vers l'avant à Athènes, il n'a plus pas les consignes. Donc c'est marrant, mais ça me permet surtout de basculer sur une autre question que je voulais évoquer avec vous. C'est la question des recrues. Aucune recrue titulaire dans le 11 une nouvelle fois. Certaines qui rentrent très tardivement. Pourquoi selon vous, elles jouent si peu, là, ces recrues? Parce qu'il y a des sénateurs dans l'équipe. Il y a des sénateurs, il ne faut pas les bouger. Sinon ils marronnent le matin, je ne sais pas, il n'y a aucune raison, on va dire, sportive pour ne pas le mettre... Pour pas mettre Gay, pour pas mettre Cuisance. Omar parlait de joueurs de milieu de terrain capables de fluidifier le jeu, de faire cette avant-dernière ou dernière passe. Cuisance, c'est aujourd'hui, dans le milieu de terrain marseillais, c'est celui qui a les capacités pour faire ça, pour faire jouer les autres, pour distribuer, pour dicter le tempo. Et justement, dans sa courte entrée face à Porto, c'est le seul joueur qui ne fait pas des choses folles, hein, mais il va jouer juste. Et avoir un joueur qui joue juste aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est rare. Et donc, ne pas le voir régulièrement ou dans des matchs en Ligue des Champions, là, c'est dommage. Pareil pour Gaï. Le collègue sur YouTube, dans le chat, il dit quelque chose. Tant ça doit être vrai, ça. Ils ne respectent pas les consignes parce qu'ils jouent de l'avant. Peut-être que tellement ils sont... Je vais un peu dans l'extrême, mais tellement ils sont prudents, tellement il y a cette espèce d'ambiance un peu morose dans l'équipe, pas trop de confiance, pas trop de personnalité. On peut voir Gaï, joueur qui vient de Ligue 2, avoir cette fraîcheur, avoir cette capacité, voilà, à la récupération, à chercher à voir loin dans sa vision et de chercher à faire progresser le jeu de son équipe, même quand il est dans une position basse. Ça perturbe certains, ça perturbe l'équilibre, le fameux équilibre qui hante les esprits des entraîneurs franco-français ou de Ligue 1. Donc, sportivement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces joueurs-là ne jouent pas. Après, il va te sortir l'expérience. Mais pour avoir l'expérience, les détails. Voilà, l'expérience et les détails. Il faut qu'on demande... Moi, j'ai une idée là-dessus pour Villas-Boas. Okay. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi, c'était plus intéressant ce que tu allais dire. Moi, j'allais faire une... Vas-y, Omer. Ok. Moi, j'ai peut-être une explication par rapport à ça sur Villas-Boas. Pour moi, c'est l'expérience Chelsea et l'expérience Zénith qui s'est mal finie. C'est-à-dire qu'à Chelsea, en fait, ils l'ont pris pour remplacer Mourinho dans un vestiaire de sénateur. Et clairement, quand il est arrivé là-bas et qu'il a signé, c'était carte blanche. Tu veux mettre Terry sur le banc ou Drogba sur le banc, vas-y mon grand, on te donne les clés du camion, quoi. Il l'a fait. Les joueurs se sont sabordés parce qu'en fait, quand il a commencé à les mettre, il a eu des résultats au début. Il a commencé à les mettre sur le banc.
Du coup, l'influence des anciens, des grognards à Chelsea à ce moment-là a fait que les joueurs l'ont lâché d'un coup. Donc, il s'est fait dégager. Derrière, il est reparti Tottenham. Il joue à Tottenham, il démarre avec 6 victoires, je crois, ou 7 victoires. Il a le meilleur bilan depuis 30 ans de Tottenham sur le début de championnat. Et ces joueurs ratent un match. Il refait le même coup, en fait. Il prend les cadres qui ont été nuls et il les met sur le banc. Les mecs le lâchent. Tu vois ? Il arrive au Zénith, il est champion. Les mecs commencent à lâcher la Coupe d'Europe. Il a voulu faire un coup en championnat. Il en a pris 4 derrière. Les mecs, ils ont tous lâché. Il a remis les cadres et je pense que, tu vois, là, il est dans le truc de se dire je sais que mes cadres, ils vont pas. Je sais que ça va pas. Si je les laisse pas, ça va être pire. Sauf que, avec la gifle qu'il vient de prendre sur les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, le changement depuis 15 jours dans sa com, parce que jusque-là, il ne mettait pas en cause les joueurs. Il se remettait lui en cause, il agressait, il remballait les journalistes, machin. Mais là, quand il déclare après Porto, on fait de la merde, on n'arrive pas à faire autre chose que de la merde. Et non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est ma déclaration préférée, moi. Et il y a des mecs qui jouent pas le jeu. Bah, moi, je trouve que c'est un changement de ton qui veut peut-être dire perdu pour perdu. J'espère demain que tu vas voir des cuisances, que tu vas voir des vieilles, que tu vas plus revoir Payet qui va directement l'envoyer à Merano, tu vois. Voilà. Parce que tout à l'heure, on parlait de Gignac, mais la saison de Gignac où il est bon, enfin, où il fait il devient le joueur que tu espérais quand tu l'as recruté à Toulouse. C'est quand tu lui as mis un coup de pied au fion au bout de 2 ans, et puis que tu l'as envoyé à Merano. Non, il revient d'un trip en Tanzanie avant la saison 2012-2013. C'est là qu'il a pris conscience, qu'il a perdu du poids et tout. Merano, c'est avant. C'est un peu après son transfert raté à Fulham. Ouais, bon. De toute façon, enfin, je veux dire, il y a quand même un souci. Oui, si dans le club, t'as eu Mandanda qu'il a fallu aider machin pour perdre du poids. T'as eu Payet, t'as eu Gignac, il t'en faut combien ? Non, mais il t'en faut combien ? T'es entraîneur en R1, t'as un mec qui vient en surpoids à l'entraînement, tu lui dis 2 fois, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu laisses pas partir tout le monde n'importe où. Et à chaque fois, c'est des joueurs qui font partie de tes plus gros salaires. Hein. Oui, mais c'est ça le pire. Ça arrive pas à des Ocampos, à des Sakai. Tu sais, je prends juste par rapport à la grille salariale, quoi. C'est pas des joueurs de seconde, troisième zone, c'est tes cadres. Bref. On parlait de Omer, tu as fait dédier le débat sur Villas-Boas, ça tombe bien, c'est ce qui était prévu qu'on évoque par la suite. Messieurs, je voulais vous demander, sans vraiment s'attendre à une révolution dans le jeu, on sait très bien que ça n'arrivera jamais avec lui et avec cet OM-là. Est-ce que vous le pensez quand même capable d'insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe, ne serait-ce qu'une dynamique mentale? On ne demande pas du football champagne, mais est-ce que vous pensez qu'il en est capable ou est-ce que selon vous c'est terminé, c'est fini et on ne verra plus rien? Amaïs, je ne sais pas si les éboueurs sont partis d'en bas de chez toi. Ça y est, j'ai remis mon micro, les éboueurs sont partis, je peux de nouveau parler. Oui, il peut, les leviers qu'il a à disposition. Voilà, c'est quel levier il a mais celui de la concurrence déjà, mais pour de vrai, qu'il le fasse vraiment. Mais qu'il ne fasse pas un coup, oui, je mets Payet, Benedetto sur le banc contre City pour leur montrer que je suis le boss, et finalement, ils rejouent les matchs d'après, et ils sont toujours aussi nuls. Non, si tu prends vraiment une décision forte, ton cadre ou tes cadres, tu leur dis pendant 3-4 matchs, quoi qu'il se passe, vous n'allez pas jouer. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, quelle est la concurrence et pourquoi vous devez vous remettre au niveau, parce que ce que vous produisez est indigne de l'OM. Pour moi, c'est même le seul levier que je vois à sa disposition, parce qu'en termes de jeu, je me répète, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'il est là. Ouais, il a essayé plusieurs systèmes, mais au final, c'est toujours pareil quasiment. Donc, c'est pas par le jeu qui va révolutionner les choses. La concurrence et espérer capitaliser sur 1 ou 2 bons résultats, car la chance qu'il a, et on le dit assez souvent, c'est que le championnat est assez faible.
Donc, il se peut très bien que l'OM gagne, par exemple, contre Strasbourg demain. Tu enchaînes notre bon résultat ensuite. Et voilà, la machine repart un peu. Les individualités sont un peu mieux dans leur tête. Et par conséquent, le collectif aussi. Donc, il peut toujours s'en sortir un peu en Ligue 1, quoi. Mais sur la Coupe d'Europe, c'est fini. Voilà. Mais voilà, pour dévier un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'on parlait des leviers qu'il peut actionner. Le levier de la tactique du système, il a déjà actionné, il a changé plusieurs fois de système, ça ne marche pas. Le levier du un coup on joue bas, un coup on essaie de jouer un peu plus haut, bon, ben, ça ne marche pas. C'est vrai que là, il ne lui reste plus que le levier des joueurs au niveau de la concurrence. Je suis d'accord avec toi, Maïs. Mais ça soulève un autre problème, sa relation avec les joueurs. Parce qu'on a l'impression que la nuit de noces et le storytelling, oui, les joueurs ont demandé à Villas-Boas de rester cet été, on sait très bien ce qui se cachait derrière ça. On a l'impression que tout ça, c'est un peu de tomber aux oubliettes, là. Driss, je sais que tu rigoles, là. Ben, t'as vu le rire que j'ai, tout le monde m'a entendu rigoler. mais c'est vrai que ce storytelling-là oui, ce sont les joueurs qui m'ont poussé à rester, on sait très bien que les joueurs... ont tout fait pour qu'ils restent, pour ne pas sortir de leur confort, de leur week-end de 3 jours, de leur entraînement d'1 heure par jour. Une seule séance par jour. Voilà, d'une seule séance par jour. Parce que 2, ça fatigue. 2, je veux garder ma place titulaire, je ne me sens pas de refaire les efforts avec un nouvel entraîneur. Mais est-ce qu'il n'a pas justement un peu perdu Villas-Boas en faisant ça, un peu de poigne sur son groupe? Mais complètement. Il est en train de... En fait, on est vraiment en train de vivre une bop lusitanienne. C'est que Bob a perdu tout son crédit auprès des joueurs. Quand Gignac, après son but magnifique à Ajaccio, vient devant toute la France lui courir derrière et lui mettre une gigantesque baffe pour lui enlever son bonnet, et que Bob, il le regarde en rigolant parce qu'il est tout content. Et derrière, c'est juste... c'est ça en fait. Un coach, ça doit rester un coach. Il doit garder cette barrière avec ses joueurs. Et le truc, c'est que Villas-Boas, il était très content d'avoir les joueurs avec lui au début parce que, en plus, Villas-Boas a lié son départ à celui de Zubizarreta. Il ne faut pas oublier cet épisode-là. Zubizarreta est parti, Villas-Boas s'est fait désirer pour renforcer sa position. Et maintenant que sa position est renforcée, il est très bien installé. Hein. Donc il a plus de raison de faire beaucoup d'efforts. Et il a décidé de ne pas trop en faire. Rappelons que notre cher président lui a proposé une prolongation de 3 ans. Hein. Rappelons-le. On est passé pas loin d'une catastrophe. Complètement, mais je parlais de l'analogie avec Bob, on n'est pas passé loin de faire une Garcia 2. Hein. Ouais. Et le problème de... Je sais même plus ce que j'allais dire. Oui, c'est aussi les limites de la communication surpositive et disruptive LinkedIn de Jacques-Henri Hérault, qui est la positive attitude 100% qui marche peut-être en entreprise, parce que je ne m'y connais pas du tout, mais ça fait 20 ans que je suis l'actualité footballistique, et je sais que quand un président complimente un peu trop et va un peu trop dans le sens de son entraîneur dans les médias, comme Jacques-Henri Hérault l'a fait avec Villas-Boas, en disant « c'est l'homme parfait pour notre projet », il a tout de suite compris là où il a mis les pieds. Il a une connaissance du football absolument incroyable. Toutes ces phrases ont été dites par Jacques-Henri Hérault. Eh bien, il a donné le pouvoir à Villas-Boas d'être... Enfin, en gros, il a inversé le rapport de force en faveur d'André Villas-Boas. Et aujourd'hui que Villas-Boas ne fait plus le travail demandé, ne rend plus les comptes demandés au début, je ne sais pas si la phrase est claire, n'arrive plus à donner satisfaction, voilà, pour la tourner autrement, eh bien aujourd'hui, le rapport de force est toujours de son côté parce que tu as un président qui ne veut pas mettre le feu à la maison et qui donc se cache. Or, vous savez que, avec mon cher ami VL, on sait que quand il y a une série de défaites pareilles, c'est le premier à sortir pour dire « Ah, mais vous savez... » Bon, mettre la faute sur les supporters, mais aussi dire « Oh, mais vous savez, le coach, on va peut-être réfléchir parce que là, ça donne pas satisfaction. » Et là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que tu as un président qui s'est un peu trop montré au début, qui a pris son retour de flamme et qui aujourd'hui, au lieu d'essayer d'apprendre de ses erreurs et de tempérer, décide de faire l'opposé complet et de ne rien dire. Pardon. Sa communication aussi, je ne sais pas si vous avez vu sa conférence de presse aujourd'hui, mais il était encore une fois très tendu, très offensif. Là, il a été offensif envers Christophe Galtier, j'avoue, je n'ai pas compris.
Ah, c'était direct là. Envers Dimeco, j'ai pas trop compris. Omer, toi qui l'as suivi à Porto, au niveau de sa communication, il restait qu'une saison, donc c'est quand même difficilement comparable avec ce qui se passe à l'OM actuellement. Mais au niveau de sa communication, bon après c'était aussi le début de sa carrière, mais comment il se comportait? Est-ce qu'il avait aussi ce petit côté un peu offensif quand ça tournait mal après un match compliqué? Comment est-ce que tu le vois là? À Porto, c'est un peu compliqué parce que à Porto, le mec, ça a été quasi un sans faute dès la première saison. Faut pas oublier que il récupère une équipe qui est championne depuis 3 ans ou 2 ans en jouant mal, avec des supporters qui sont plus contents de Ferreira mais qui sont super exigeants à Porto et qui veulent des titres. Lui, il débarque, il récupère l'équipe, il commence à la faire jouer. Il y a pas mal de départs, mais il va te les amener sur le toit de l'Europe avec des tactiques un peu entre guillemets couillues, parce que faut pas oublier, il joue une demi-finale à Villarreal où il est mené 2-0, Porto est éliminé. Il va terminer le match avec 4 attaquants et puis va renverser la tendance, tu vois. Donc au niveau de la com, plutôt tu sais, souriant, sympa, mais un peu le truc, tu sais, je sais que je suis meilleur que vous, tu vois ce que je veux dire? Un peu hautain. C'est ça. Ouais, mais bon, après c'est aussi son niveau, quoi. C'est pas c'est un mec, il est un peu comme Mourinho. Enfin non, Mourinho c'est un fils de c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt, il vient plutôt de la. Il vient d'en haut, c'est un peu un érudit. Il vient d'en haut et puis il est passionné de foot parce que ça tu peux pas lui enlever et il maîtrise tout. Mais ça reste un non, mais il maîtrise tout. Je veux dire, tu vas parler avec lui, tu vois, comme quand on l'interviewe et puis qu'il parle de Bielsa et tout. Et je suis complètement convaincu qu'il peut tenir une conversation tactique avec Bielsa. Après, il n'a pas les mêmes idées du jeu et de la vision du jeu parce que au Portugal aussi, tu as une vision de. Vu que tu as des joueurs qui ont du talent et qui naturellement très jeunes sont très techniques. T'as pas le truc du gros costaud, tu vois, ça n'existe pas. Je sais pas si vous allez me suivre, mais vous allez me comprendre dans ce que je veux dire. Mais c'est des joueurs très techniques et du coup, les coachs, ils ont juste à mettre en place, un peu comme en Italie, des trucs béton pour assurer derrière. Parce que de toute façon, tous les mecs, ils savent faire des extérieurs du pied, ils font de la trivela, et puis ils vont te trouver les passes et les machins, et ils vont te débloquer des situations. Voilà. Donc c'est le championnat portugais, c'est aussi du bloc équipe comme la Ligue 1, mais avec des mecs de ballon, quoi. Messieurs, on en a assez parlé de l'entraîneur, on a pris assez dans la tronche. Heureusement que pour une fois, il y avait Omer pour tempérer un peu. T'as vu, j'ai pas beaucoup parlé sur lui ce soir. Non, mais après, le truc, c'est qu'on va se répéter. Et puis bon, je pense que oui, voilà, ça sert à rien. Quoi. Nos auditeurs sont assez éclairés pour s'apercevoir des limites. Par contre, à mon avis, demain, s'il ne dégage pas, comme je disais tout à l'heure, Payet, Sanson, voire Rongier, enfin, s'il ne fait pas un truc pour changer l'équipe, pour reprendre la main, à mon avis, c'est mort. C'est soit il le fait demain. Avec toi, oui. Il le fait demain et ça gagne, même si ça gagne moche, ça gagne, mais au moins il pourra se pointer à l'entraînement face aux sénateurs là et leur dire vous voyez, eux c'est personne, mais au moins ils jouent. Enfin tu vois, et après il a 15 jours parce que ça va lui donner raison seulement s'il y a un résultat, parce que à chaque fois, même lorsqu'il a eu des victoires dégueulasses, il a justifié les moyens, enfin il a justifié la fin par les moyens en disant bon, c'était pas terrible mais on a gagné. Donc là, je sais qu'il tient ce discours-là dans le vestiaire aussi avec les joueurs, c'est pas juste un discours de façade, parce que pour faire un peu l'insider, je connais certains joueurs dans l'effectif avec qui j'échange beaucoup et qui me disent que ils répètent quasiment au mot près les mêmes choses. C'est pas juste de la com. Son discours de pragmatique. Donc s'il met une concurrence, en gros s'il fait jouer la concurrence demain et que la concurrence n'est pas satisfaisante,
il pourra pas dire bon, on va les reconduire juste parce que vous n'êtes pas bon et que je dois vous montrer que c'est le boss, parce que là, sinon, il va perdre tout le groupe. Tout à fait. Ah non, mais c'est ce que je dis. C'est demain, pour moi, sa dernière chance, c'est demain dégager ceux qui veulent plus faire les efforts pour les obliger à se remettre dans le droit chemin. Mais il faut que ça marche. Parce qu'il vient, comme je disais juste avant, d'une culture où c'est la gagne, quoi. Si en équipe nationale. Porto, ça n'a jamais été un club de flambeurs au niveau du jeu. Ça a toujours été un club. Tu vois, moi, je trouve que le match qu'ils ont fait, Porto, c'est maîtrisé, c'est top. Oui. T'as pas vu du Guardiola, tu vois. Et moi, j'ai regardé City Porto, je regardais City et je me disais, putain, mais moi, je veux pas de ça dans mon club, quoi. Des mecs qui jouent au hand et qui font tourner la balle, mais dégagez ça de là. Tu vois. Je pense que. Oui. On doit s'attendre à des changements de demain. Justement, en parlant de demain, je te fais une transition. Regarde, je t'ai mis le groupe. Oui, mais je préférais encore la photo de Payet. En plus, là, c'est de circonstances parce que il nous reste un petit quart d'heure d'émission. On va évaluer un petit peu les joueurs individuellement. Là, donc, tu vois, ça tombe bien. Remets-moi la photo de Payet, s'il te plaît. Oui, elle est en train d'arriver. Messieurs, sur les individualités, puisqu'on est sur Payet, on va commencer sur lui. Encore un match très compliqué. Son penalty raté, on n'en parle même pas, son attitude, etc. Comment on peut évaluer le match? Est-ce que c'est notre fatigué du match? Vous savez, notre rituel, le phénomène et le fatigué du match. Est-ce que Payet, ce serait pas notre fatigué du match, messieurs? Oui, c'est qui d'autre sinon? Là, il y a le choix. Là, tu as le choix. Non, mais là, c'est ta tête de gondole du projet. Il a le penalty qui peut changer la phase d'un match important, etc. Et il se manque. Son penalty est magnifique. Hein. Je sais pas qui a dit que ses fesses avaient fait contrepoids, ça m'avait fait rire. C'est bon, ça, c'est très drôle. Non, qui d'autre? C'est le joueur à incriminer, malheureusement, même si j'aime pas forcément taper sur un joueur en particulier quand il y a un naufrage collectif comme ça. Mais tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. C'est lui qui représente cette OM de McCourt et de Jacques-Henri Hérault. Et il n'est pas là au moment où on l'attend. Donc, non, c'est le fatigué. Azir, moi j'ai Charlie Tassar, au-delà de sa relance ratée, il a fait probablement un de ses pires matchs à l'Olympique de Marseille. Il est décisif, au même titre que Payet. Il est décisif il est concrètement responsable. Parce qu'après, l'action continue, mais il est quand même fortement responsable dans le premier but encaissé par l'Olympique de Marseille. Et c'est très tôt dans le match, donc ça annule après, on va dire, les semblants d'intention qu'il y avait de l'équipe. Donc j'aurais tendance aussi à mettre Charlie Tassar, mais comme Amaïs a dit, c'est compliqué aussi d'incriminer un joueur en particulier par rapport au naufrage collectif. Mais Charlie Tassar, il m'a vraiment. J'étais déçu par sa prestation, très déçu. Messieurs, Idriss, Omer, d'autres fatigués? Moi, c'est Khaled Takar, pareil que Azir. Parce que même après le fatigué de la saison, c'est Dimitri Payet, mais sur ce match-là, je m'attendais pas à ce que Khaled Takar sombre autant. Donc c'est plus ma déception que le fatigué, si tu préfères. D'ailleurs, Dimeco, je ne sais pas si vous avez entendu un moment, Charlie Tassar rate une relance, Dimeco, il a une réaction, mais tu sens le mec désabusé, il fait « Ah, peu cher ». Il a raté une relance, mais c'est vrai qu'il faisait peine à voir. Charlie Tassar, il n'a pas habitué à être si faible. Omer, est-ce que tu as un autre joueur que tu veux mettre en valeur négativement? Non, pour moi c'est Payet parce qu'il a même pas fait illusion, il a même pas couru, il a même pas fait de pressing. Même la première minute, il était pas là et même pour tirer son penalty, il était nonchalant. Enfin, je veux dire, moi un mec comme ça, quand je jouais avec lui, c'est moi qui le tacle, quoi. Voilà. La ligne d'attaque outre Payet, Thauvin Benedetto, c'était compliqué aussi. Hein. Je sais pas qui a été le pire des deux. Oula, Benedetto quand même, ça devient dur là. Ça devient très dur pour Pipa, franchement. Il est énigmatique. Je sais pas, j'arrive même pas à l'expliquer. Autant au début de saison, il n'avait pas beaucoup de ballons à gérer, mais au moins les ballons qu'il avait, on va dire dans le petit jeu, sur les remises et tout, au moins il réussissait un contrôle, une passe. Là, même ça devient compliqué. Ouais, c'est vrai. Et Thauvin qui, encore une fois, il obtient le penalty, mais
On sent que, vous savez, le fameux plafond de verre du PSG en Ligue des Champions, lui, le plafond de verre, là, c'est plus un plafond, c'est un immeuble qu'il a au-dessus de la tête. J'adore ce joueur, mais c'est très compliqué en Ligue des Champions pour lui. Ouais, et quand tu mets en perspective avec sa sortie fracassante dans l'équipe il y a un mois ou deux, la longue interview où il laisse sous-entendre qu'il veut devenir le capitaine de l'OM, le joueur majeur et tout. Ouais, mais bon, le mec ne répond pas lors des gros matchs aussi, donc à un moment donné, il faut être lucide sur ton niveau. Il va falloir que je m'amuse à recenser toutes les interviews de Thauvin avant et après son passage chez Bernès. Mais c'est vrai qu'en plus, les interviews, moi je l'avais trouvé intéressante, tu fais bien d'en parler, Magnès. Parce qu'après cette interview, tu te dis, bon, il va prendre ses responsabilités. En plus, il est en fin de contrat, il a des choses à prouver, etc. Et puis shit, quoi. Plus rien du tout. Que dalle. C'est terrible. Il a même pas une occasion, il crée pas de décalage. C'est un constat terrible. Il n'arrive pas à gagner des duels 1 contre 1. Pour un ailier, c'est compliqué. C'est un constat terrible pour lui. Ouais. On a parlé de Rongier tout à l'heure. Bon, Sanson, ça sert à rien d'en parler. Voilà, on peut plus. Je voulais plutôt parler de Camara avec vous. À ce poste-là, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, c'est un poste qui fait débat. Son match là de mardi, comment vous l'avez trouvé? Voilà. Compliqué. Hein. Voilà. Je sais pas qui a soufflé en même temps que moi, mais c'est pareil. C'est moi. Voilà. C'était compliqué aussi pour Bouba. Mais j'ai l'impression même que lui, il est un peu lassé de jouer à ce poste-là. Azir l'a très bien dit tout à l'heure. En fait, c'est un joueur qui manque de. En fait, t'as l'impression qu'on lui a juste dit mets-toi devant la défense et couvre latéralement la zone. En fait, on ne sait pas ce qu'il doit faire. En fait, Camara, j'arrive pas à le juger. Il joue troisième central presque. Il joue troisième exactement. Un troisième défenseur. Mais oui, c'est ça. On lui a dit voilà, récupère les ballons quand tu peux les récupérer et à la relance, mets-toi entre les deux défenseurs centraux pour faire Zama, on repart de derrière. C'est tout. Les gars, les latéraux, Sakai Amavi, on a parlé d'Amavi tout à l'heure, grotesque sur la faute, manque de maîtrise totale. Même s'il fait un bon début de saison, là, il est passé à côté encore. Amavi, les 2 matchs de Ligue des Champions, même si le match contre l'Olympiakos c'est pas mauvais, il y a l'erreur en fin de match où ça ternit un peu sa feuille. Là, ce soir, encore une fois, ça fait 2 matchs sur 3 où il est en dessous, quoi. Et il coûte au moins un but à chaque fois, quoi. Oui, c'est ça surtout le problème, c'est que ces erreurs coûtent très cher, quoi. Ouais, voilà, c'est que contre l'Olympiakos, il est bon, c'est même le meilleur des 4 derrière, mais son erreur du match coûte le but, et là, le mec il tacle, il regarde même pas le pied qui tacle. Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Il sait même pas où il s'est envoyé vers l'avant, il regarde ailleurs. Il est en retard, c'est compliqué. Un manque de maîtrise totale. Ouais, en fait, des fois, je regarde le match et je me dis, mais c'est des professionnels, ça. Ça, c'est des joueurs pro. Leur métier, c'est de jouer au football et ils n'ont pas les bases. Ça m'impressionne. Ouais, justement, on va se projeter un petit peu sur le match de demain. Il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. Sur le match de demain face à Strasbourg, à quoi vous attendez là comme changement dans le 11, tactiquement? Est-ce qu'on doit écarter certains cadres? Je te remets il y a beaucoup de changements qui sont attendus là. Oui, le groupe, donc Alvaro et Sakai sont suspendus. Radonjic, pour le plus grand malheur d'Idriss, est blessé. Donc ça donne un groupe un petit peu réduit. Qu'est-ce que vous attendez quoi comme changement pour demain? Je ne sais pas si Villas-Boas va faire ces changements, mais ce que je souhaite, c'est voir Cuisance, mais pas en 10 ou à notre poste farfelu, Cuisance à son poste en 8. Et même si on ne le connaît pas vraiment, mais bon, justement, Villas-Boas l'a tellement vendu avec le terme pépite, et on le voit que sur des bribes de match, pourquoi ne pas tenter Luis Enrique d'entrée? Ah oui, complètement, envoie-le. Je pense que c'est pas impossible qu'il débute parce que vous avez remarqué qu'il est rentré beaucoup plus tôt que d'habitude. Ah oui, Est-ce que c'était pas pour le préparer justement à être titulaire vendredi? Je pense pas que ça soit la réflexion, mais en tout cas, si c'est pas le moment de le lancer maintenant, il va pas jouer avant mars, le gars. Il jouera jamais sinon. Parce que là, t'as ces concurrents qui sont pas en confiance. T'as un adversaire qui est loin d'être en confiance. Et en plus, sur les postes de latéraux, même si j'aime beaucoup Mohamed Simakan, qui est un petit JC, un petit Derbel, qui est fait un début de saison très timide, là, Luis Enrique, si c'est pas le moment de le lancer, c'est à se demander pourquoi il a été recruté, quoi.
Mais est-ce que vous pensez que s'il le lance, il va le lancer sur le côté ou il va le mettre dans l'axe? Parce qu'apparemment, il veut le transformer en avant-centre. Moi, je pense que ça va être à gauche. Hein. À gauche? Enfin, j'espère que ça va être à gauche. Je pense. Alors, moi, j'ai eu des infos de Luis Enrique quand il était au Brésil, parce que je discute avec quelqu'un qui est très très bon qui habite au Brésil et qui est très très bon sur tous les recrutements qui arrivent à Porto, où il suit tous les 22 millions de championnats là-bas, parce que c'est le bordel, le championnat brésilien. Et bon, bref. Donc, il m'a dit, très intéressant comme joueur, très percutant. Sa grande spécialité, c'est les contres à Luis Enrique, de prendre la balle avec un peu d'espace, et sur un crochet, il est capable de faire la différence pour se retrouver rapidement dans les situations de 2 contre 1 ou des choses comme ça, et qui est plutôt adroit devant le but, mais qu'il est encore... c'est pas pour ça qu'il faut le mettre avant-centre, en fait. Il faut lui garder un peu ce côté ailier qui rentre pour qu'il finisse sa formation. Le truc, c'est qu'au Brésil, il était plutôt physique, hein, sauf qu'on sait que la différence entre le Brésil et l'Europe, c'est pas le même niveau. Donc, va peut-être faire gaffe à ça. Si tu l'envoies se positionner dans le carré Djikou, Koné, Aoulou, Bellegarde, là au milieu de terrain, il va morfler. Hein. Dans ce carré entre le double pivot et les 2 stoppers, là où ça met des coups, c'est très puissant, c'est très physique, ça a tout du casse-gueule là par contre. C'est pour ça que moi je le vois mieux dans un 4-3-3 à la place de Payet, si on reprend la compo qui était mercredi. Je mettrai Bellardi à droite et puis je fais descendre Camara en défense centrale. Je te mets Gueye en sentinelle avec devant lui Cuisance et Strootman, hein, parce qu'il faut bien qu'il nous serve avec son salaire et qu'il fasse un peu un truc là quand même, Pépère, parce que ces matchs avec l'équipe des Pays-Bas, ils sont pas si dégueux que ça. Enfin, du moins quand il jouait un peu l'an dernier, quoi. Et puis après, devant, le problème, c'est que à la limite, je te mets Thauvin à droite et puis je te mets Ake en neuf, quoi. Quitte à voir ce que ça donne avec Enrique, tu vois, qui bouge, qui se déplace. Il y en a un qui prend la profondeur, enfin, tu vois, en essayant un peu un jeu à 3 attaquants qui font que bouger, quoi. Pour justement s'écarter du bloc de Strasbourg, où là, Loré, lui, il va blinder pour pas prendre une danse. Ah oui, par contre, je vous préviens, les gars, Joga Bonito incoming, là, vendredi soir, là, on va avoir du football. Ça va être du football, je pense. Ouais. N'oubliez pas qu'il y a Koh-Lanta en même temps. Hein. Voilà. Ayez bien ça en tête. Si jamais ça se passe mal sur l'OM, il y a Koh-Lanta en même temps. Ah, le rire d'Azir me fume. En plus, Azir, je sais que depuis le confinement, il s'est mis à Koh-Lanta, il adore ça. Sur le chat, on a 13 qui nous dit Nagatomo à droite demain. Avec un emoji qui rigole, et oui, je pense que ça fait drôle. C'est un petit fourbe, c'est pour ça. Et voilà. Et on a Axel, décidément très drôle ce soir, qui nous dit Ake a déjà prouvé la mort 2 fois contre Strasbourg, c'est dangereux. C'est vrai qu'il s'était fait, je sais pas si vous vous rappelez l'an dernier, mais c'était 2 attentats qui s'étaient pris, c'était terrible. On parle de Ake, on parle de Enrique, mais vous oubliez un nom, c'est Valère Germain, messieurs. Il n'était pas content. Il a disparu de la circulation. C'est incroyable, il ne joue plus du tout. Est-ce qu'il a une chance peut-être demain ? Non, il ne compte plus sur lui, ça se voit. Même quand il rentre, il le met ailier droit. Donc, non, je ne le vois pas du tout jouer demain. C'est quand même bizarre cette gestion. Hein. Limite, moi j'ai de la peine pour lui. Surtout qu'il est sur sa dernière année de contrat et tout le monde sait qu'il ne va pas prolonger, qu'il n'aura même pas de proposition. Donc, tant qu'à faire, laisse-le patienter jusqu'à mai. Hein. Ce n'est pas un joueur qui va te plomber l'ambiance du vestiaire, c'est pas un joueur qui va te changer l'équipe. Donc ouais, si tu veux pas le faire jouer, le fais pas jouer, c'est pas grave. Non, puis moi je l'aime bien d'une façon générale, tu vois, j'ai rien contre Valère Germain, hein, je veux dire, chaque fois qu'il est en interview, c'est un mec super qui a l'air super sympa et tout, tu vois, un gentil garçon. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que Valère Germain, il mérite qu'on lui redonne une 200e chance ? Rien. À quel moment, à part la fameuse blague sur le corner, il peut mettre la tête une fois tous les 10 corners, qu'est-ce qu'il t'apporte ? False 9, voilà. False 9 libéraux pour défendre devant la défense adverse. Mais à part ça, franchement, moi je vois. Alors, il a une super cote, mais c'est toujours le problème en fait. C'est comme il joue pas. Ça serait bien de le faire jouer. Comme quand vous aviez dit, comme les mecs qui disaient pour Mitroglou, bah, tant qu'à être là, de toute façon, on est nul, on va mettre Mitroglou. Mais c'est pas une raison pour jouer, ça.
Ça veut dire que si même là, quand Benedetto, il est complètement à la ramasse et on essaie de le mettre en concurrence, Germain, même à l'entraînement, il n'arrive pas à montrer qu'il peut amener quelque chose, bah, c'est pas un match qui va nous sauver la situation, c'est pas Maradona, quoi. D'ailleurs, je tiens à souligner que la team OM Pastaga Twitter évolue bien parce qu'on n'a pas eu de tweet sur Mitroglou cette semaine. C'est bien. Ah, j'en ai vu. T'en as vu, hein, c'est non, mais faut partager quand c'est comme ça. Ah oui, on voit. Pour terminer sur le chat, on a Vicente qui nous dit demain Raoui titulaire, hein, les gars. Donc, pourquoi pas. Alors, tout, hein, là, par contre, en Ligue 1, pourquoi pas? Mais non, mais t'as déjà Gueye Cuisance qui galère à avoir du temps de jeu, c'est pas pour le donner à Raoui quand il en a. Même possible. Tu vas en avoir, donc. Non, mais attends, Raoui, je le mets pas dans un des trois du milieu, moi. Ah, tu le mets latéral gauche? Je le mets devant. Si tu dois sortir Thauvin au bout d'une heure ou au bout de 20 minutes, si tu dois pas mettre Thauvin, tu vois, pour que lui aussi se remette à l'endroit. De toute façon, que tu mettes Thauvin qui rate tout, parce que Thauvin, de toute façon, s'il met pas un but, son match, il fait rien. Enfin, c'est mon point de vue. Après, voilà. Thauvin, c'est un mec de stats. Hein. Il fait toujours les mêmes matchs, sauf que des fois, il claque des buts, donc c'est le meilleur joueur du monde. Et puis, quand il marque pas de but, tout le monde veut l'insulter. Raoui, au moins, ça court. Ouais, mais franchement, Raoui, c'est pourri, hein. Moi, je te le dis. Franchement, je te le dis, c'est gentil, ça sait contrôler un ballon, ça fait une passe de l'extérieur du pied de temps en temps pour faire semblant, mais c'est pas bon, hein. Je pense qu'il part de très loin et qu'il aura. Je ne vois pas avoir du temps. C'est la définition même d'un joueur qui est là pour faire le nombre, hein. C'est complètement ça. Oui, bah de toute façon, c'est ce que je disais au début de l'émission, quand tu vois le banc de Marseille. T'as des grosses sueurs froides, quoi. Tu mets le banc d'Angers, c'est un peu pareil. Messieurs, je propose qu'on en reste là. C'était très agréable. Ce petit passe-ton-ballon confiné. Idriss, pas de problème technique en plus, donc chapeau. Rien du tout. Bravo. Ça a été clean. Là, le réalisateur, c'est pas rapide. Il y avait le réalisateur un petit peu, c'est beau. L'émission, elle sera dispo sur toutes les plateformes de podcast, alors sauf Deezer. Idriss, là par contre, mauvais point. Hein. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Voilà. Donc ça marche sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. N'hésitez pas à aller écouter. Il y a tous les numéros qui sont en ligne. Si vous voulez vous écouter des tranches de rigolade sur n'importe quel sujet, venez sur ces plateformes-là. On va remercier Omer. Merci Omer d'avoir été là pour tes yeux sur Porto. Ça a été très pertinent. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Au plaisir. Et si vous voulez faire le match retour, avec grand plaisir. Oui, je pense que tu seras encore des nôtres pour ce match-là. Et on verra, mais vu que le setup est maintenant prêt à l'emploi, on pourra envisager des débriefs un peu plus rapprochés du coup de sifflet final, que ce soit le soir même ou le lendemain. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on a le rendez-vous du jeudi. Mais bon, je pense que ça ne gênera pas nos aficionados si on change pendant le confinement. Messieurs, je me permets une petite parenthèse. Le Lille mène 2-0 au Milan. Oui, je viens de recevoir la notif. Ouais. Donc, c'est certainement... Je pense que c'est une histoire de budget, tout ça. L'ennemi de Villas-Boas travaille apparemment. C'est ça. Mais la réponse en conférence de presse de Galtier, elle va arriver. Hein. C'est sûr qu'il y aura une question pour ça à la fin du match. Sa réponse, elle est sur le terrain. Contrairement il y a un journaliste qui va lui poser la question à la fin du match, c'est obligé. Merci Omer, merci les gars, merci Azir, merci Idriss, merci Ama, merci 13 qui a animé du main de maître comme il fait habituellement le Twitter. 13, faudra que tu viennes un petit peu participer quand même. Hein. Oui, le jour où il apprendra à parler. Hein. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine normalement. Je sais pas quand, on verra. Vu qu'il y a une trêve internationale, on a un petit peu de liberté. Voilà, bonne soirée à tous. Restez chez vous, soyez prudents, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Alors, bougez pas.